Comment générer plus de leads qualifiés tous les mois pour votre entreprise B2B? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager une masterclass complète sur la génération de leads B2B, mais plus précisément sur comment générer des leads qualifiés tous les mois de manière prévisible sans avoir à passer des heures et des heures à créer du contenu ou à faire de la prospection. Donc, je vais vous partager une masterclass complète et tous les enseignements. À la fin de cette vidéo-là, vous pourrez directement mettre en place tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo-là et commencer dès les prochains jours à générer de nouveaux leads qualifiés tous les jours pour votre entreprise. Donc, on se retrouve directement sur mon écran et je vais tout vous partager. Donc, on va directement passer au concret et passer à la masterclass. Donc, dans un premier temps, on va parler des idées reçues qu'il y a sur Meta Ads en B2B. En France, en francophonie de manière plus générale, je remarque que Meta Ads, c'est principalement perçu pour du B2C. C'est-à-dire qu'il y a énormément de PME B2B qui pensent que c'est uniquement fait pour le B2C, que c'est uniquement fait pour les e-commerce ou les infopreneurs ou ce genre de choses. Euh, et que voilà, il n'y a que LinkedIn qui est éventuellement ou Google qui est pertinent pour le B2B. Bon, faut savoir que aujourd'hui, Meta a le meilleur algorithme sur les régies publicitaires des réseaux sociaux. Il a le meilleur algorithme, c'est-à-dire que ça va être, il va pouvoir, en fait, Meta va pouvoir comprendre beaucoup plus facilement à qui montrer vos publicités. Et c'est incroyable à quel point il est performant aujourd'hui. On va voir ça plus en détail par la suite, dans la suite de cette vidéo-là. On va l'aborder plus en profondeur, ce point-là. Mais il faut savoir que Meta a le meilleur algorithme aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour la publicité. Donc, même si c'est pas, contrairement à LinkedIn, oui, ce n'est pas un réseau social qui est uniquement fait pour le B2B, mais c'est un réseau social qui a en, en cumulé, je sais plus combien ils ont en cumulé, mais rien que sur Facebook, c'est plus de 2 milliards, pardon, pas 2000, 2 milliards d'utilisateurs actifs rien que sur Facebook, sans compter Instagram. Et Instagram, quand je regardais il y a quelques temps, c'était plus de 800 millions, je crois qu'aujourd'hui c'est même plus que ça, d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc, votre cible, dans 99% des cas, vous allez pouvoir la cibler sur Meta. Faut pas croire qu'il n'y a que LinkedIn qui fonctionne ou que Google. Sachant que Google, par exemple, vous pouvez la cibler, mais Google, surtout en search, vous allez avoir souvent des coûts d'acquisition qui vont être plus élevés, un plus gros intent aussi, c'est-à-dire vous allez pouvoir cibler des personnes qui sont déjà un peu plus avancées dans leur parcours d'achat, qui sont par exemple en phase d'évaluation des alternatives, mais ça va vous coûter plus cher. Et avec Meta, si vous avez derrière un bon système par derrière, on va voir ça plus en détail, vous allez pouvoir avoir de très gros retours, euh, au, de bons retours au court terme et moyen terme, mais surtout au moyen et long terme, de très très bons retours et un canal d'acquisition majeur pour votre entreprise. Donc, on va voir ça plus en détail par la suite, mais il faut comprendre que vos prospects, dans la majorité des cas, votre cible, vous allez pouvoir la toucher sur Meta. Et il faut pas croire que parce que vous avez une cible qui est un petit peu plus sophistiquée ou que vous avez des tickets moyens à plus de 3 000, 5 000, plus de 10 000 euros, que vous n'allez pas pouvoir générer des leads qualifiés et des rendez-vous qualifiés sur Meta. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de l'algorithme, à quel point il était puissant. Et surtout, ce qui va compter, c'est on va voir plus en détail, mais vos créatives, votre système derrière. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour l'instant, on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais voilà, dans la majorité des cas, vous allez pouvoir toucher votre cible. Et je vois de plus en plus d'entreprises, surtout aux US, parce qu'eux, ils l'ont déjà compris depuis quelques temps. Ils sont en avance sur nous, hein, sur à peu près tous les points, dans tous les cas, au niveau du marketing et de l'innovation. Euh, mais en France aussi, je le vois de plus en plus en francophonie, on va dire de manière plus générale. Des entreprises qui ont des cibles plus sophistiquées, qui vendent des offres à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou parfois même plus, plusieurs centaines de milliers d'euros dans certains cas, qui font de la publicité sur Meta. Parce que votre cible, elle n'a pas besoin, en fait, même si votre cible, c'est pas une cible qui, tous les jours, va scroller sur les réseaux sociaux ou qui va passer énormément de temps sur ceci, ou qui va être tous les jours sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir la toucher. C'est ça qu'il faut comprendre.
Donc voilà, faut directement barrer ça de vos croyances. Vos prospects, dans la majorité des cas, votre cible, vous allez pouvoir la toucher. Ensuite, Meta, ce n'est pas uniquement fait pour vendre des t-shirts et des produits de beauté. Hem, Vous pouvez, donc ça rejoint le point qu'on a vu, c'est très puissant dans le B2B quand c'est fait de la bonne manière. C'est surtout ça. Et ensuite, 3e mythe, c'est, voilà, la publicité sur Meta, ça coûte trop cher. C'est complètement faux. Aujourd'hui, vous allez avoir des coûts d'acquisition, les coûts d'acquisition, ça va dépendre du reste, ça va pas dépendre uniquement de la plateforme, mais de votre système derrière. Mais donc vous allez avoir des coûts par clic, coûts par lead qui vont être moins élevés, par exemple, que sur Google en search dans énormément dans la majorité des cas, ou que sur, LinkedIn, ou que sur LinkedIn. Après, il y a l'argument de oui, LinkedIn, je vais pouvoir avoir des cibles, pouvoir cibler un petit peu mieux, avoir des leads plus qualifiés. Avec Meta, vous pouvez avoir des leads très qualifiés si vous, le faites de la bonne manière, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc c'est vraiment ça qui va compter en fait. Et sur Meta, la majorité des personnes que j'ai entendu dire ça, c'est souvent soit qu'ils ont fait de la publicité il y a quelques années, quand l'algorithme était beaucoup moins bon et qu'ils n'avaient pas la bonne approche et qu'ils n'ont pas eu un bon retour sur investissement, ou alors ils l'ont peut-être fait récemment, mais ils n'avaient pas l'expertise nécessaire pour pouvoir faire marcher ce canal-là, et donc ils ont abandonné, ils ont pas fait assez de tests, et cetera, et cetera. Mais Meta, c'est pas un canal d'acquisition qui, va vous coûter extrêmement cher si, vous le faites de la bonne manière. J'ai fait des campagnes, que ce soit pour moi, pour, ma propre boîte, avec quelques centaines d'euros. J'ai fait un retour sur investissement de x10, investi 4 000, investi 400, fait 4 000 en retour, sur une toute nouvelle offre, avec un nouveau compte pub. Pour d'autres clients aussi, on a eu des retours sur investissement, très rapide, avec quelques centaines d'euros uniquement investis. Donc faut pas croire que ça coûte extrêmement cher. Par contre, il y a pas de place pour, la médiocrité. C'est ce qu'on va voir, par la suite. Ça, c'est clair et net. Aux États-Unis, donc tout ce qui est SaaS, service B2B, high ticket, sur Meta, il y en a énormément qui font de la publicité dessus parce qu'ils ont compris à quel point c'était puissant. Il y a de plus en plus d'entreprises B2B qui investissent en fait sur ce canal-là. Heu, il y en a beaucoup qui investissent, sur LinkedIn, sur Meta, ou certains qui investissent uniquement sur Meta, et ils ont souvent une approche, voilà, créative, qui va être inspirée, du B2C. On va voir ça par la suite. Donc il faut arrêter de penser uniquement plateforme et commencer à penser algorithme. C'est-à-dire, OK, LinkedIn, il y a peut-être plus c'est peut-être un réseau social qui est plus fait pour le B2B de base, mais votre cible, elle va être aussi sur, Facebook, sur Instagram. Lorsqu'elle veut, se détendre, elle va partager des trucs, elle va partager du contenu avec ses amis. Il y en a de plus en plus aussi d'entrepreneurs qui créent du contenu sur ces plateformes-là et qui vont être un petit peu dessus. Heu et vous n'avez pas besoin que la cible soit tous les jours dessus pour la toucher. Et aujourd'hui, c'est, le meilleur algorithme des réseaux sociaux. Et par exemple, LinkedIn, ils sont inspirés, sur énormément de points de Meta, finalement. Donc vous pouvez toucher votre cible dans la majorité des cas, dans 99 des cas, sur Meta. Il faut barrer toutes ces croyances-là, de votre tête. Et on va voir comment faire concrètement par la suite. Donc on passe directement à la prochaine slide. On va voir l'évolution au niveau de l'algorithme Meta. Donc d'où on venait, de base, on faisait, voilà, un ciblage démographique, un ciblage par les intérêts, heu par les intérêts, on faisait des ciblages aussi par rapport à tout ce qui est, en rapport avec les comportements, des personnes. Donc par exemple, a été, admin d'une page, business au cours des 12 derniers mois, ce genre de choses. Donc voilà, on faisait un ciblage par rapport à tous ces éléments-là. Au niveau du B2B, c'est vrai que c'était bon, du coup plus limité, que par exemple sur, LinkedIn. C'était, assez limité à ce niveau-là. Heu et au niveau d'identification des décideurs, voilà, c'est vrai que, c'était un peu plus compliqué. Donc c'était par intérêt, c'était par, voilà, comportement, et cetera. Mais c'est vrai que c'était un petit peu moins précis que sur LinkedIn. Aujourd'hui, on n'a pas forcément autant d'éléments que sur LinkedIn pour le ciblage manuel. Par contre, aujourd'hui, en fait, avec l'algorithme actuel, vu à quel point est-ce qu'il est puissant, on va avoir en fait un ciblage qui, va se faire via les créatives. Donc les créatives, qu'est-ce que c'est? Ça va être les images ou les vidéos
que vous allez utiliser, pour vos publicités concrètement. Donc ça va être votre contenu, et en fait, le ciblage va se faire donc par les créatives et par le texte en fait que vous allez mettre dans votre publicité. Donc par exemple, le titre, le texte. En fait, l'IA va regarder du coup votre créative, va aussi analyser, votre texte, et bien sûr, donc quand vous avez, de la data, que vous avez renvoyée à votre pixel, tous ces éléments-là, elle va se baser aussi là-dessus et optimiser en fonction de ça. Mais voilà, elle va regarder en fait votre créative, vos textes et se baser là-dessus pour faire son ciblage. Donc aujourd'hui, leur IA et l'efficacité de leur IA a été grandement améliorée il y a un article, par exemple, qui a été fait en 2023, de Facebook eux-mêmes qui montrait, qui expliquait, comment est-ce qu'ils ont amélioré leur algorithme et leur IA. Et aujourd'hui, donc ça va se faire comme ça, le ciblage. Donc c'est vrai que si, vous ne l'avez pas encore entendu, et que vous connaissez pas très bien, ça paraît un petit peu bizarre, le fait qu'on n'ait pas besoin de, remplir énormément de choses dans le Business Manager, donc l'endroit où on gère les publicités et de faire des ciblages super techniques et super complexes, mais qu'en fait, ça se fait par la créative, par le texte, tout ce genre de choses. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes probablement tombé sur ce type de publicité. Vous allez avoir énormément de publicités qui vont directement faire un market call-out, par exemple. Donc, c'est pour avoir un stop scroll pour les personnes qui s'identifient, mais également pour Meta pour en fait avoir un méta qui va savoir à qui montrer dans la publicité. Donc ça va être par exemple entrepreneur B2B avec entrepreneur B2B dans le secteur de la tech avec plus de 50 salariés. Vous allez avoir des publicités qui commencent par ça. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur B2B, vous avez plus de 20 salariés et que vous êtes dans le secteur de la tech, bon là c'est pas forcément super optimisé en termes de, de, euh, de messaging, mais vous comprenez l'idée. C'est pour ça que vous avez, c'est une des raisons pour laquelle vous avez aussi de plus en plus ça aujourd'hui et en fait l'algorithme va aussi se prendre ça en compte pour, montrer aux publicités. Donc aussi, au niveau du mythe donc on va parler du mythe du, coût élevé. Donc la croyance populaire, c'est, la publicité sur Meta coûte trop cher et est pas faite pour, du B2B et donc va coûter trop cher pour du B2B. C'est souvent, voilà, comme j'ai expliqué juste avant, issu d'expériences ratées il y a 3 4 ans, de budgets mal gérés et d'un manque surtout d'expertise. C'est-à-dire que j'en vois beaucoup qui ont testé deux créatives, avec un copywriting pourri, euh, des créatives mal faites et qui disent ah mais non en fait ça marche pas pour le B2B. Non, c'est pas que ça marche pas pour le B2B, c'est juste que euh, la personne en question manquait d'expertise, a pris ça comme quelque chose super simple où il y avait besoin d'écrire un texte basique, de faire une petite publicité hyper simple, de tester sur 2 jours et de voir ce que ça donne. Non. Il faut vraiment une méthodologie spécifique, il faut être bon sur tous les points. Donc oui, il y a une barrière à l'entrée qui est du coup plus haute pour vraiment avoir de bons retours et de très bons retours. Mais une fois en fait que vous passez cette étape-là, et on va voir comment faire concrètement, dans cette vidéo, bah, en fait, vous allez pouvoir en fait, avoir de bien meilleurs retours que vos concurrents, avoir de très, très bons retours et un canal d'acquisition qui vous rapporte vraiment un retour sur investissement concret, pour votre entreprise B2B et qui peut devenir même un canal d'acquisition incontournable pour votre entreprise, qui peut vraiment accélérer votre croissance et vous permettre de scaler. Donc souvent, ça vient de tout ça. Hem, la réalité, donc c'est pas 2024, c'est 2025, pardon. C'est que donc on a un avantage concurrentiel réel actuellement pour le B2B. Pourquoi? Parce que en général, donc ça dépend bien sûr des secteurs, mais vous allez avoir en général vos concurrents qui ne font pas beaucoup de publicité sur Meta, pardon, qui vont faire plus sur LinkedIn ou uniquement sur Google ou qui vont pas faire de publicité du tout. Ça dépend bien sûr à quel stade vous êtes au niveau de votre activité. Mais voilà, vous allez avoir un avantage concurrentiel. En général, dans beaucoup de secteurs, il y a moins de concurrence sur B2B, en B2B sur Meta en France pour les PME spécifiquement. Bien sûr, si on parle de gros SaaS de type Zapier, etc., à ce niveau-là, oui, ils font de la publicité sur tous les canaux publicitaires. Il y a pas mal de concurrence, mais là, on parle pas du même type de boîte, quoi. Donc voilà, pour les PME B2B, en général, dans la majorité des secteurs, il y a quand même très peu il y a quand même, on va dire, une faible concurrence. Et surtout, elle va être plus faible que sur Google, que sur LinkedIn. Euh, donc voilà, c'est un avantage concurrentiel à exploiter aujourd'hui.
et vous pouvez vraiment faire une machine à lead et à rendez-vous scalable et prédictible. Et un avantage comparé à d'autres méthodes, par exemple la prospection à froid, etc., ça va être que vous pouvez vraiment rester top of mind auprès des décideurs. Donc, typiquement, vous allez avoir en fait votre cible qui va voir, euh, grâce aussi à cet algorithme-là qui est extrêmement puissant, qui va voir régulièrement vos publicités. Donc, même si, parce que si vous regardez juste les leads générés à l'instant T, et surtout au début, peut-être vous allez vous dire, OK, c'est pas encore optimal. Mais même si, en fait, vous n'allez pas avoir de suite un retour sur investissement, même si vous pouvez en avoir un rapidement, lorsque c'est bien fait, vous allez avoir votre cible qui va voir régulièrement vos contenus de plus en plus, et vous allez avoir cet effet-là de rester top of mind, et petit à petit, vous allez pouvoir, entre guillemets, créer une relation avec votre cible. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas directement, mais vous allez aussi pouvoir faire de l'awareness et avoir donc votre cible qui connaît de plus en plus votre entreprise, votre marque, et qui peut-être va pas prendre action directement, elle va prendre action par la suite, c'est-à-dire qu'ils vont voir vos publicités sur Meta, ils vont pas directement prendre action, ils vont taper une requête sur Google, ils vont voir votre article optimisé SEO, votre publicité Google, ils vont tomber peut-être sur votre profil LinkedIn, sur votre page entreprise LinkedIn, peut-être sur vos contenus organiques, que ce soit sur YouTube, Instagram, YouTube, peu importe. Et après, ils vont regarder un petit peu plus de votre contenu, puis décider à passer à l'action ou se faire retargeter, donc recibler par une publicité sur Meta. Donc, c'est pas on n'a pas, si vous voulez, un parcours d'achat qui est linéaire en mode, voilà, première publicité vue, lead généré, rendez-vous et close. Donc, c'est plus comme ça aujourd'hui. Ça peut l'être, mais on va dire, on va avoir pas beaucoup de points de contact actuellement. Et donc, il y a aussi cet ROI-là que vous allez peut-être pas pouvoir voir directement, surtout si vous n'avez pas un bon tracking. Euh, mais donc, ça peut aussi impacter énormément, et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un bon tracking, vos ventes, sans que vous puissiez le voir directement à l'instant T, le ROI à l'instant T sur quelques jours. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte également. Et au niveau de la concurrence B2B par canal en France, donc la prospection par mail, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très saturé. Euh, voilà, vos prospects, ils se font vraiment bombarder en général, sauf certains secteurs, sauf certaines exceptions à la règle, bien sûr, comme toujours. Mais il y a vraiment voilà, une saturation aujourd'hui sur la prospection par email, pas que, aussi sur LinkedIn, etc., mais spécifiquement email. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'outils qui sont sortis, qui ont réduit en fait la barrière à l'entrée pour se lancer en prospection, et donc de plus en plus d'acteurs se lancent, font des campagnes euh, pourries, littéralement pourries, pour énormément d'entre eux. Et donc c'est de plus en plus compliqué de se démarquer en prospection par email. Le contenu sur LinkedIn aujourd'hui, il y a récemment eu une grosse baisse du reach, donc de moins en moins d'impressions qui ont été faites. Donc même si c'est pas quelque chose qui compte énormément, les impressions, il faut que ce soit des impressions qualitatives, ça sert à rien de faire énormément de vues. On va pas se mentir, ça compte énormément. C'est-à-dire que si vous faites 100 vues, eh ben, forcément, ça va être un peu plus compliqué, surtout si c'est pas 100 vues sur votre cible, pour avoir un retour sur investissement. Et donc, il y a énormément voilà, de créateurs de contenu qui s'en plaignent. Donc, si vous comptez uniquement sur LinkedIn, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Et le mythe du oui, qu'un seul canal d'acquisition jusqu'à X montant, bon, parfois, et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a cette baisse du reach. Donc voilà. Et je m'adresse à vous aujourd'hui, surtout si vous êtes passé un certain stade. Donc au début, vous pouvez faire que de la prospection ou qu'un seul canal et vous n'avez pas besoin d'énormément de clients. Et donc ça va suffire. Mais si vous êtes à un stade où vous souhaitez accélérer votre croissance ou carrément vous êtes vraiment en phase de scaling, voilà, ces canaux-là, ils sont beaucoup plus saturés. euh, et Meta Ads en B2B pour la plupart des secteurs, actuellement en francophonie, ça va être faible à modéré, voilà, selon certains secteurs, bien évidemment. Et donc, c'est une opportunité sur laquelle vous devez sauter si vous souhaitez accélérer votre croissance et passer à l'étape supérieure. Il faut carrément scaler. Euh, donc ensuite, on va parler des trois avantages stratégiques de Meta Ads en B2B. Donc, concrètement, vous allez pouvoir avoir une machine à leads, à rendez-vous et à vente scalable. Vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont être prévisibles, surtout si aujourd'hui vous ne faites pas encore de publicité. Et vous pouvez pouvoir rester top of mind comme ce qu'on a vu juste avant. Un parcours de client d'achat simplifié, ça va être découverte, donc via la pub, un lead magnet, par exemple. Hein, c'est un exemple, on va avoir d'autres tunnels de vente par la suite, rendez-vous et vente. Donc ça, c'est un parcours client simplifié. Mais comme je vous l'ai expliqué,
on va avoir aujourd'hui plusieurs points de contact et ça va pas être aussi simple que ça dans la majorité des cas. Ça va pas être aussi simple que ça. Il va falloir avoir plusieurs points de contact que ce soit dans le back-end. Mais voilà, Meta Ads peut aussi vous permettre de maintenir l'engagement avec votre prospect grâce au retargeting à chacune des étapes. Et ça, c'est quelque chose que vraiment très peu de personnes le font. C'est-à-dire qu'il y en a peu qui investissent sur Meta. Il y en a encore moins qui utilisent Meta intelligemment. Parce qu'aujourd'hui, Meta, vous pouvez utiliser pour chacune des étapes. C'est-à-dire avoir une pub qui va être montrée jusqu'à que la personne devienne un prospect. Une fois que c'est devenu un prospect, des publicités qui vont les recibler spécifiquement et qui vont en fait les inciter à prendre rendez-vous. Et une fois en fait que la personne a pris rendez-vous, jusqu'à par exemple le rendez-vous que vous allez avoir, des publicités, tac, 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 qui vont être qui vont lui être montrées et qui vont permettre derrière d'augmenter le taux de closing parce que vous allez pouvoir faire du lead nurturing, adresser déjà avant le rendez-vous les objections, montrer des témoignages clients, des résultats clients. Et donc, vous n'allez pas avoir vos commerciaux ou vous-même qui passent des heures et des heures en rendez-vous, qui fait R1, R2, R3, parfois même plus que 3 rendez-vous pour cibler une offre qui est même pas si high ticket que ça, parce que vous allez devoir lui montrer toutes vos études de cas, adresser toutes ces objections, etc., etc. Ça peut être fait en amont avec la pub. Et l'avantage avec la pub, c'est qu'on s'assure que le prospect a vu notre contenu. Tandis que si on fait du contenu organique, bah, la personne n'a pas forcément vu. Donc voilà, là on va pouvoir directement lui montrer grâce au retargeting. Donc la stratégie gagnante sur Meta, ça va être déjà d'éviter de faire du marketing B2B trop corporate, marketing B2B traditionnel que la plupart des entreprises faisaient. Le marketing trop corporate et formel, sauf bien sûr dans certains cas, comme toujours, ça marche beaucoup moins aujourd'hui. Ça marche beaucoup moins aujourd'hui, surtout tout le monde le fait. Et donc voilà, votre cible, elle est de moins en moins réceptive à ce type de contenu. Ce qui se démarque aujourd'hui, c'est une approche qui va être beaucoup plus inspirée du B2C. Donc tout ce qui est visuel générique et peu engageant, des messages trop techniques également, ça on va revenir dessus par la suite, et très peu de tests de créative, ça fonctionne plus aujourd'hui. Ça fonctionne dans certains des cas, dans certaines exceptions, mais bon, vous m'avez compris. Aujourd'hui, il faut s'inspirer du B2C. Il faut faire des contenus engageants et authentiques. Il faut faire des tests réguliers et suffisants de nouvelles créatives, bien sûr à mettre en relation toujours avec votre budget. Il faut utiliser le storytelling et l'humour lorsque vous pouvez le faire de manière bien dosée. Il faut faire des publicités qui ne ressemblent pas à des pubs. Et ça, donc, c'est quelque chose qui va être vraiment inspiré du B2C. On va revenir là-dessus plus en détail par la suite. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ensuite, les exemples de contenu qui convertissent en B2B. Il y a tout ce qui est, ça c'est des exemples, il y a énormément de formats qui peuvent fonctionner. C'est juste 3 exemples que je vais vous donner. Donc tout ce qui est founder story, on va appeler ça. Donc c'est en fait l'histoire du fondateur. On va utiliser le storytelling, l'histoire du fondateur. Donc ça va être par exemple l'histoire du fondateur en facecam qui va expliquer pourquoi est-ce qu'il a lancé ce produit. Donc par exemple, récemment j'en avais vu un, je ne sais plus pour quelle entreprise c'était. Par exemple, ça pourrait être le fondateur de Zapier qui dit pourquoi j'ai lancé Zapier. Donc, j'ai lancé Zapier parce que j'avais tel type d'entreprise. Je passais énormément de temps à faire des tâches répétitives. Euh, je jonglais entre les mails, tel outil, tel outil. Et en fait, je voulais avoir un outil qui me permettait de connecter tous mes outils entre eux qui étaient complètement dispersés, de pouvoir automatiser des tâches et de ne pas avoir en fait à passer ma journée à faire X chose, X chose. C'est pour ça que j'ai créé Zapier. Bon, bref, vous m'avez compris. Créer l'histoire, enfin raconter l'histoire de création de votre entreprise. Et c'est d'autant plus efficace lorsque vous avez ce concept de founder market fit. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez créé un produit en fait parce que vous, personnellement, vous rencontriez cette problématique-là par le passé. Et donc là, vous allez avoir encore plus d'impact. Ou si c'est, par exemple, parce que voilà, c'est une cause qui vous tenait énormément à cœur, que vous avez par exemple quelqu'un de votre entourage qui a rencontré cette problématique-là, etc., etc. Ça va être encore plus efficace quand c'est vraiment authentique, qu'il y a ce concept-là de founder market fit. Ensuite, il y a tout ce qui est contenu humoristique. Donc, ça va en fait casser les barrières, faire du contenu mémorable et encourager le partage. Et donc là, quand il y a beaucoup de personnes qui like, qui engagent sur votre contenu, qui le partagent, vous allez avoir des coûts publicitaires moins élevés
Donc votre publicité va être montrée à beaucoup plus de personnes, ça va vous coûter moins cher et vous pouvez avoir une publicité qui tient des mois et des mois et qui vous rapporte, énormément de cash, dans votre entreprise, typiquement. Un exemple de ça, j'ai vu récemment, c'était, bon, toujours des Américains qui sont, bien sûr meilleurs que nous dans la majorité des cas en B2B, en marketing de manière générale, mais en B2B, également. C'est donc une agence de marketing qui, qui ont repris en fait le loup de Wall Street, mais appliqué au marketing B2B. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai trouvé ça franchement incroyable. C'était très drôle. Et ça, typiquement, c'est un type de contenu qui a été partagé énormément de fois et qui a extrêmement bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'après, ils l'ont fait pour Pulp Fiction. Donc voilà, ça, c'est le type de contenu humoristique qui peuvent très bien fonctionner. Des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs et qui derrière vous rapportent énormément de deals par la suite. Ensuite, il y a tout ce qui est provocation calculée. Donc, bien sûr, ça dépend de votre cible et d'énormément d'autres éléments, mais ça peut être, ça peut être, ça peut être très, très efficace. Donc, remettre en question le statu quo, avoir des opinions tranchées, ça, c'est aussi extrêmement efficace. Donc, bien sûr, ça, c'est uniquement des exemples. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Et un exemple de publicité qui fonctionne, je vous invite à le regarder, c'est tout ce qui est les publicités de Sabri Subi pour notamment son livre. Lui, c'est vraiment un marketeur très très bon. C'est un très bon marketeur qui fait de très bonnes publicités. Et, euh, lui, il fait du contenu vidéo dynamique, il utilise un ton direct, utilise l'humour. Il fait un contenu qui est vraiment divertissant et qui nous incite en fait à regarder la majorité de la vidéo, à regarder jusqu'à la fin et à passer à l'action. Et qui encourage aussi l'engagement. Donc, je vous invite à regarder ces publicités à lui. Donc les éléments indispensables pour réussir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a vraiment pas de place pour la médiocrité, surtout aujourd'hui. C'est vrai plus simple aujourd'hui pour lancer des publicités sur Meta, et donc il faut être meilleur. C'est plus simple pourquoi? Parce que Meta l'a rendu plus simple, que ce soit également au niveau du targeting, parce que ça se fait par la créa et votre texte, et que l'algorithme est maintenant est bien meilleur, donc vous pouvez passer en broad, c'est-à-dire ne même plus ciblé par les intérêts, mais uniquement ciblé par exemple par zone géographique et âge. Et ça pourrait, et ça peut suffire complètement. Et vous avez même plus besoin en soi de faire du ciblage par intérêt, comme ce qu'on faisait avant, grâce au nouvel algorithme. Et aussi à tout cet aspect-là de, OK, aujourd'hui, l'IA s'améliore de plus en plus. On a des modèles d'IA qui ont été lancés récemment, qui permettent de faire des publicités pas trop mal sans qu'on soit quelqu'un de très compétent. Euh, et donc, ça a réduit la barrière à l'entrée, mais ça a aussi augmenté en fait le gap entre les bons marketeurs et ceux qui n'y connaissent rien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne lambda peut faire une meilleure publicité que ce qu'elle aurait fait sans IA, mais par contre, aujourd'hui, un bon marketeur peut produire beaucoup plus et faire des publicités encore meilleures que ce qu'il faisait de base, et donc ça a encore plus augmenté le gap. Et donc, bien sûr, il faut être dans la partie des gens qui ont cette expertise-là et qui utilisent en fait ces outils-là, que ce soit l'algorithme de Meta, les IA aujourd'hui que vous avez à disposition, pour produire plus, pour faire des meilleures publicités et pour vous démarquer encore plus. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc si aujourd'hui vous pensez que, OK, parce que vous avez l'IA, vous pouvez avoir de très bons retours sur investissement sans vous former ou sans déléguer ou sans avoir aucune expertise, bah, vous allez avoir des résultats médiocres. Concrètement, des résultats médiocres. Et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Parce que ça réduit la barrière à l'entrée. Et quand ça réduit la barrière à l'entrée, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché qui arrivent et qui font là en l'occurrence de la publicité. Et donc, pour se démarquer, c'est plus compliqué. Donc il faut être dans l'autre partie, la partie voilà, des experts et des personnes qui sont vraiment compétentes. Donc les 5 éléments clés pour des publicités sur Meta Ads rentables, donc c'est toute la partie avatar client, connaître sur le bout des doigts, et j'insiste vraiment là-dessus parce que là, je sais, il y a je sais pas combien de personnes qui le font mal. Euh, Dans la majorité des cas, tous les clients que je prends moi en accompagnement, euh, en publicité pour leur faire toute la partie gestion des publicités, production des créatives, copywriting, etc., etc. Tous les clients que je prends là-dessus, une des premières étapes que je fais, c'est vraiment toute la partie travail de l'avatar client. Et dans la majorité des cas, même des clients qui font déjà du chiffre, hein, euh, il manque toujours des éléments. C'est jamais assez, en général, dans la majorité des cas, c'est jamais assez précis, c'est jamais
ça va jamais dans la profondeur et c'est vraiment cette profondeur-là qui va vous permettre en fait de faire des publicités qui résonnent vraiment avec votre cible, et qui vous offrent un très bon retour sur investissement derrière. Donc, connaître votre avatar client sur le bout des doigts, c'est indispensable. C'est indispensable, surtout si vous voulez avoir de très bons résultats. Il faut connaître, bien sûr tout ce qui est enjeu business, quel type de décisionnaire, vous ciblez, mais connaître en fait toute la partie aussi qui est beaucoup sous-estimée et que très peu de personnes font, ou en tout cas ne font pas assez en profondeur, qui est leurs peurs, leurs rêves, leurs désirs les plus profonds, leurs frustrations les plus profondes, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que dit, leur environnement autour d'eux? Hem, voilà, tous ces éléments-là, faut vraiment, les connaître tout ça connaître votre avatar sur le bout des doigts et très bien le travailler. Ensuite, ça emmène au second élément qui est le copywriting. Vous ne pouvez pas avoir un bon copywriting si vous n'avez pas un bon avatar client, enfin, bien défini, bien travaillé. Donc il faut vraiment avoir un bon copywriting, des messages persuasifs, engageants. Bon, je dirais plus, voilà, des messages qui résonnent vraiment avec votre cible, qui tapent en fait sur leurs pain points, sur leurs points de douleur, sur leurs frustrations, qui, les projettent, également en relation avec leurs rêves, leurs désirs et cetera, les plus profonds. Ça peut être de manière sous-jacente, hein, il y a pas besoin de faire, personne qui vend des formations sur comment gagner X euros en tant de jours. Voilà, comme je disais, vous n'avez pas besoin de faire infopreneur, qui vend des formations sur comment travailler 2 heures par jour et siroter un cocktail, sur la plage pendant que, la personne touche des revenus passifs en automatique. Bref, vous m'avez compris. Voilà, un bon copywriting, il faut savoir que c'est pas faire, des promesses toujours plus, incroyables les unes que les autres. C'est juste vraiment, voilà, bien comprendre son avatar client, très bien le comprendre et avoir un message en fait qui va vraiment résonner avec lui, et qui va taper voilà dans ses peurs, ses désirs, hem, et cetera, pour faire simple pour faire simple. Donc voilà, il faut que vous ayez un bon copywriting. Je vais vous donner des exemples après, concrets, comme ça vous allez pouvoir voir directement. Mais voilà, pour comprendre, et simplifier la chose, c'est ça et c'est pas, faire des promesses sur, comment, gagner, 10 K par mois en travaillant 2 heures par jour. Voilà, le type de promesse que vous avez sûrement déjà vu sur internet. Donc, ça, c'est pas ça un bon copywriting. Voilà. Ensuite, donc, après la partie avatar client et copywriting, donc ça d'ailleurs c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que d'abord ça va être ça qu'on va travailler et ensuite le reste. Après quand vous êtes dans votre processus que vous avez déjà, tout lancé, avant, vous avez déjà le tunnel de vente et cetera, vous allez réécrire des ads et vous allez repasser par l'étape copywriting. Mais voilà, en termes d'étapes, donc c'est dans l'ordre de avatar client jusqu'à nurturing. Ensuite, donc, il y a toute la partie créative. Donc, une fois que vous avez un bon copywriting, donc vous avez bien rédigé donc vos publicités, que vous avez fait donc l'ad copy, ce qu'on va appeler l'ad copy, donc c'est-à-dire ça va être le texte publicitaire en fait qui va être sur votre post de publicité. Donc, par exemple, une publicité image sur Meta, donc vous allez avoir l'image en elle-même, et ensuite vous allez avoir un titre, le call to action, donc le bouton natif Facebook de la pub, et ensuite, par exemple, en savoir plus et vous allez avoir en fait la description et un texte, le texte publicitaire qui va se mettre par exemple au-dessus de l'image. En fonction des emplacements, bien sûr, ça va changer. Mais donc il va avoir cet aspect-là sur la publicité. Et ensuite, tu vas avoir tout l'aspect, donc l'image ou la vidéo en question. Et donc pour les créatifs, donc les images ou les vidéos que vous lancez en publicité, une fois que tout le scripting est fait, que le texte est fait pour les créatifs, il va falloir les produire. Donc produire le design par exemple de l'image, euh, la vidéo en question avec tout ce qui va avec, le montage, etc. etc. Et donc ça va être toute la partie production de créatifs. Donc, ça, les créatives, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça fait déjà quelques temps, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que le retargeting se fait, par la créa et le texte que vous mettez sur votre publicité et c'est ça, en fait, aussi qui va faire qu'une personne va, aller à la prochaine étape ou non. Donc, par exemple, cliquer sur la pub, vous donner ces informations et cetera et cetera. C'est la créative. C'est la porte d'entrée, en fait, si vous voulez, dans votre, si on prenait votre tunnel de vente comme une maison avec plusieurs étapes et que l'étape finale, c'était, par exemple, le jardin derrière, et le jardin derrière, c'était, donc la conversion.
pour que la personne on passe votre porte d'entrée, il faut avoir des bonnes créatives. Sinon, bah, vous pouvez avoir le meilleur tunnel de vente du monde, si personne ne rentre dedans, ça sert à rien. Donc, faut vraiment optimiser à fond cette partie-là. Et mieux vaut au début avoir de très bonnes créatives et un tunnel de vente moyen que l'inverse. Parce qu'en fait, vous allez avoir plus de personnes qui vont rentrer dans votre entonnoir. Et ensuite, il y aura peut-être moins de conversion derrière. Mais c'est plus important qu'avoir 3 personnes qui rentrent dans votre tunnel de vente et après avoir 2 personnes sur 3 qui convertissent. Donc voilà, c'est vraiment super important les créatives. Donc la règle d'or pour les créatives, c'est mettre en place une stratégie créative dans un premier temps, tester les angles marketing, regarder quels angles marketing fonctionnent le mieux. Ensuite, tester plusieurs formats. Donc par exemple, plusieurs formats de vidéo pour un angle marketing qui fonctionne bien, plusieurs formats d'images. Ça, on va aller plus en détail par la suite, bien évidemment. Mais voilà, pour expliquer assez rapidement. Ensuite, pour les créatifs, donc va falloir ouais, faire un volume de tests suffisant, donc tester voilà, les angles marketing, les formats et les angles et les concepts créatifs, euh, tout ce genre de choses. Donc il faut faire un bon test initial de créatif, donc tester suffisamment de créative, bien sûr à mettre toujours en relation avec votre budget. Mais il faut tester légèrement moins de créative, mais avoir assez de budget qui va être dépensé que trop de créative pour un petit budget. Donc voilà, ça à prendre en compte. Donc tester un volume suffisant de créatives, varier les formats, tester les angles marketing, voilà, avoir vraiment une stratégie de test. Et même quand vous avez en fait des créatifs qui fonctionnent bien, sur lesquels vous devez dépenser plus d'argent, il faut ensuite continuer constamment de tester d'autres créatifs parce qu'il y a des créatifs qui vont s'épuiser, il va y avoir de la fatigue publicitaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut constamment tester de nouvelles créatives. Déjà pour essayer d'en avoir qui vont en fait outperformer, donc qui vont performer plus que les anciennes créatives, même celles qui fonctionnent déjà bien. Et ensuite pour pouvoir aussi contrer toute la partie fatigue publicitaire que vous allez avoir inévitablement au bout d'un moment. Donc ça, c'est pour la partie créative. On va aller plus en détail là-dessus par la suite. Ensuite, il y a la partie tunnel de vente. Donc quand je dis tunnel de vente, ça va être un peu votre mécanisme de conversion entre guillemets. Donc, est-ce que vous faites par exemple la ligne magnète, donc une ressource que vous allez donner à la personne? Ça peut être une checklist, plusieurs masterclass sous forme de vidéo. Ça peut être même un livre en soi, ça pourrait être. Bon, ça, on va plus appeler ça un book funnel, mais voilà, ça peut être voilà, un livre blanc, peu importe. Euh, Vous pouvez avoir en ligne magnète, vous pouvez avoir un tunnel de vente avec une VSL, donc ça va être une vidéo de vente auquel la personne va accéder, dans lequel dans lequel le but ça va être de montrer en fait pourquoi vous êtes la meilleure solution pour la personne, changer ses croyances, anticiper les objections et en fait la préchauffer pour l'inciter à passer à l'action et à réserver par exemple un rendez-vous avec vous. Ça va être le but d'une VSL. Ensuite, tu vas avoir toute la partie webinaire. Donc ça va être pour faire de l'éducation plus poussée, créer un lien avec la personne, montrer pareil, comme dans la VSL, des études de cas, des résultats clients, etc. De la preuve sociale donc. Et ensuite, l'inciter à passer à l'action et surtout avoir en fait l'attention d'une personne sur, ça peut être 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va dépendre. Mais voilà, le webinaire, l'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir l'extraire en fait, l'apprendre sur un temps où elle va vraiment être focalisée à 100% sur ce que vous lui dites, ou des quiz funnel. Donc là, ça va être des quiz. Par exemple, j'ai vu un quiz hier sur toute la partie procrastination. Donc, en tant que marketeur, bien évidemment, je suis rentré dans le tunnel de vente pour regarder. Et en fait, j'ai vu que donc cette entreprise-là a comme principal tunnel de vente, donc c'est le tunnel de vente qu'elle utilise le plus sur YouTube Ads et Facebook Ads. Elle va en fait, donc c'est une sorte d'application, une plateforme en fait pour vous aider à combattre la procrastination, euh, aider en fait à améliorer votre productivité, vous sentir mieux par rapport à votre travail, etc., etc. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions sur comment est-ce que je travaillais actuellement, comment est-ce que je me sentais, euh, quel type d'action je faisais lorsque je procrastinais, comment je me sentais lorsque je procrastinais, quel type d'action j'avais tendance à procrastiner. Et à la fin, en fait, ils m'ont fait un bilan de ma situation. Euh, ils m'ont indiqué à quel niveau j'étais de procrastination. Et ensuite, et tout au long du quiz, à plusieurs étapes, ils m'ont montré des résultats de leurs clients. Et à la fin, ils m'ont montré encore plus de résultats. Puis, il y avait un bouton en fait, qui redirigeait vers une page
comme en fait plus ou moins en fait oui, c'était une page de vente avec plusieurs formules, à choisir, pour pouvoir en fait combattre, cette procrastination-là et donc il y avait vraiment cet aspect-là personnalisé. Ça, c'était un petit aparté. Et donc voilà, le tunnel de vente, ça va être super important d'avoir un bon tunnel de vente. Hem, je vais revenir, là-dessus, par la suite parce qu'il y a beaucoup d'éléments à dire à ce niveau-là. Hem, mais voilà, le tunnel de vente, ça va être extrêmement important parce que oui, vous pouvez avoir les meilleurs créatifs du monde. Si vous avez un tunnel de vente pourri, bah, en fait, vous allez avoir un taux de conversion très faible, et donc en fait, c'est un peu comme si vous voulez remplir un seau d'eau qui est troué, donc ça sert à rien. Il faut d'abord, fixer enfin, réparer le seau dans un premier temps, plutôt que, continuellement en fait, rajouter de l'eau dans un seau qui est troué. Hem, donc voilà, c'était pour la petite analogie, mais donc le tunnel de vente super important. Heu, ce que je dirais par rapport au tunnel de vente, c'est qu'il faut choisir un tunnel de vente qui est adapté à votre situation. Aujourd'hui, vous entendez, sûrement sur les réseaux, voilà, des personnes qui, un jour vous promouvoient tel type de tunnel de vente, qui vous disent qu'il faut faire un lead magnet, d'autres qui un jour vous disent qu'il faut faire une VSL, d'autres qui vous disent que en fait les webinaires c'est la meilleure solution ou des quiz funnel et cetera et cetera. La réalité c'est qu'en fait tous ces tunnels de vente là fonctionnent. C'est pour ça que moi, par rapport à mes clients, en fait, je m'adapte à leur situation. Par exemple, une personne qui est pas à l'aise en webinaire ou qui a pas le temps de se poser, qui a personne pour le faire pour elle, je vais pas lui proposer de lui faire un webinaire. S'il y a une personne pour qui, le produit va pas être adapté à faire un quiz funnel, je vais pas le faire et inversement. Donc voilà, pour moi, ça doit vraiment être adapté en fonction de votre situation et c'est pour ça que tous ceux qui disent que le meilleur tunnel de vente, c'est tel type de tunnel de vente, oui mais non. En fait, tous les tunnels de vente fondamentalement fonctionnent, tant qu'ils sont bien exécutés. Ce qui va compter, c'est, en fait, ce qui est important, c'est de choisir le bon tunnel de vente par rapport à votre situation, votre offre, votre cible et cetera et cetera. Voilà. Par exemple, les personnes aux States qui font de l'accompagnement ou qui font de la prestation de services très high ticket, donc plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros pour des typologies de clients qui sont assez fortunés. Typiquement, ils vont pas faire, des challenges de 5 jours parce qu'en fait, leurs cibles, c'est pas des personnes qui, ont, 5 jours à passer, 5 jours, où ils vont passer 2 heures par jour, pour, avant de prendre une décision. C'est des personnes qui ont besoin d'informations claires, qui ont besoin de savoir exactement ce que vous proposez, et cetera et qui sont beaucoup plus directes et c'est des personnes en fait qui passent, à l'action plus rapidement et qui, préfèrent avoir toutes les informations et évaluer et ensuite qui vont, éventuellement passer à l'action s'ils ont toutes les infos. Mais c'est pas des personnes qui vont avoir besoin de, 15 heures d'éducation avant de considérer l'option et c'est des personnes qui justement, ça va freiner en fait, si vous voulez, de leur faire par exemple, un challenge de 5 jours, vous allez avoir 5 lives de 1 ou 2 heures, typiquement. Où là, ça va être plus pertinent de faire tout ce qui est VSL, et cetera et des VSL plus courtes, mais par contre, avec une certaine manière de faire. Donc voilà. Et ensuite, dernière étape super importante, encore trop sous-estimée, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui, ont des tunnels de vente qui sont pas trop mal, des bonnes créatives, mais qui en fait font pas le reste et en B2B, c'est super important. C'est d'autant plus important en B2B, toute la partie nurturing. Donc, un nurturing, en fait, comment créer, si vous voulez, pour simplifier, un lien de confiance. C'est plus qu'un lien de confiance, c'est ouais, un lien de confiance. Et comme en fait, créer une relation avec le prospect, en fait, avoir la personne qui vous connaît beaucoup mieux si, par exemple, vous avez une marque personnelle ou si c'est au nom de votre entreprise, qui connaît beaucoup mieux votre entreprise euh, et qui fait confiance à celle-ci. Donc, le nurturing, le but, c'est créer ce lien de confiance-là, montrer pourquoi vous êtes la meilleure solution pour la personne, pour faire simple, hein. Et donc, comment faire ça? Typiquement, va falloir avoir une approche multicanale, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les prospects sont en fait, vos prospects, en fait, ils sont voilà, sursollicités tous les jours entre la prospection, les contenus, sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu, comme par exemple ce que je fais là. Heu, sur LinkedIn, il y a 40 000 posts tous les jours, sur je ne sais pas combien de thématiques. Sur Facebook, sur Instagram, c'est pareil. Il y a une avalanche de contenu, qui est produit tous les jours et là, avec l'IA, c'est de pire en pire. Les publicités, il y en a de plus en plus également, même si bon sur Meta, par exemple, toujours moyen de se démarquer, surtout en B2B et de faire beaucoup mieux que ce qui se fait actuellement en France. Mais voilà, ils sont sursollicités tous les jours sur toutes les différentes plateformes. En plus, ils ont, leur entreprise à côté.
Donc, ou alors si c'est des décisionnaires qui sont pas forcément entrepreneurs, voilà, ils ont un poste ils ont un poste relativement important, donc ils ont énormément de tâches qu'ils font tous les jours, des choses auxquelles ils pensent constamment. Donc en fait, si vous voulez pour ce type de en B2B, faut vraiment avoir cette approche-là multicanal parce que vos prospects, ils sont occupés et tous les jours, ils sont déjà sursollicités. Donc le multicanal, ça va utiliser plusieurs canaux. Donc, WhatsApp, très sous-estimé, peu de gens l'utilisent. Moi, je l'ai énormément utilisé pour ma campagne de pub et c'est justement une des méthodes qui m'a permis de, avec un faible budget de testing, de générer un retour sur investissement qui était à peu près de x10, sachant que c'était vraiment concept de MVP, lancer un produit rapidement et sans passer énormément de temps à faire toute une stratégie, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai mis en place pour pas mal de clients aussi et qui fonctionnait très bien. Quelque chose qui se fait de plus en plus, chez les anglophones, un peu moins aux US parce qu'ils utilisent moins WhatsApp, mais tous ceux qui sont, dans les pays style UK, Irlande et cetera, ça fonctionne très bien, ou dans d'autres pays en Europe d'ailleurs. En France, on utilise, tous, WhatsApp, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment un très bon canal, c'est vraiment un très bon canal. Bien sûr, là, ça va être sur des personnes qui ont déjà, accepté de recevoir des messages de votre part, lorsqu'ils ont rempli le formulaire et cetera. Donc ça, c'est une option, c'est pas obligatoire, mais WhatsApp, ça peut être un bon canal. Ensuite, il y a les appels. Il faut le faire de la bonne manière. Les appels, donc appeler directement la personne. Envoyer des emails, ça, faut le faire constamment. Il y a encore pas mal de personnes qui sont pas forcément du monde du marketing, qui pensent que les emails, c'est mort. On disait ça il y a 10, 20 ans. Aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Le retargeting, alors ça, je vois très peu de personnes le faire ou de façon intelligente. Le retargeting, c'est vraiment une arme que vous pouvez utiliser à chaque étape. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous pouvez en fait l'utiliser pour passer une personne de lead à rendez-vous et de rendez-vous à vente, c'est-à-dire vous aider au niveau de la vente en détruisant les objections en amont, en partageant énormément de preuves sociales, etc., etc. Donc le retargeting, ça va vraiment être une arme que vous utilisez. Vous pouvez faire du retargeting sur Meta, sur Google Display par exemple, etc. Sur YouTube, euh, sur YouTube spécifiquement aussi. Voilà, le retargeting, c'est vraiment super important. Bon, là, on est concentré sur Meta, mais donc, sur Meta, voilà, faut mettre en place des campagnes de retargeting, même si vous n'avez pas un énorme budget. Si vous avez un minimum de budget, voilà, je vous conseille de mettre au moins en place une petite campagne de retargeting, même si vous ne le faites pas dans une campagne séparée. Au moins, on va faire un petit peu de retargeting pour une étape en particulier. C'est vraiment super important. Et surtout que là, contrairement à un email, à un message WhatsApp ou à un appel, vous allez pouvoir partager du contenu. Et si vous voulez rester top of mind à la tête de la personne, donc rester constamment à sa tête, lui rappeler que vous existez et continuer à faire ce nurturing-là. Ensuite, il y a bien sûr les contenus organiques. Donc là, vous pouvez moins contrôler ça, des avantages comparé à du retargeting, où là, vous pouvez directement leur mettre du contenu. D'ailleurs, vous pouvez mettre vos meilleurs contenus organiques en retargeting, ça c'est très bien. Donc le contenu organique, même si vous pouvez pas vraiment choisir est-ce que la personne va le voir ou pas, vous pouvez l'inciter à regarder en lui envoyant des ressources sur WhatsApp, par email, etc. Mais vous pouvez pas vraiment contrôler. Mais voilà, ça reste une très bonne stratégie aussi. Donc publier du contenu régulièrement sur LinkedIn et sur YouTube qui va aussi servir à faire ce nurturing-là pour les personnes qui ont déjà rentré leurs informations et sont devenus un prospect chez vous. Donc voilà, typiquement, moi j'ai déjà eu des clients qui avaient vu une publicité de moi, qui ensuite avaient vu mon contenu, parce qu'aujourd'hui même les algorithmes au niveau des réseaux sociaux pour le contenu organique sont très bons. Euh, Moi typiquement, il avait vu une de mes vidéos sur TikTok ou Instagram, je ne sais plus. Et c'est avec cette vidéo organique-là qu'il est ensuite passé à l'action. Avant, hein, c'était devenu un prospect depuis ma publicité, mais il n'était pas passé à l'action. J'ai d'autres clients chez qui voilà, ils ont généré des prospects en ads, donc avec la publicité. Ensuite, ils ont vu des vidéos YouTube parce que la personne avait fait des vidéos optimisées, entre guillemets SEO, donc optimisées pour la recherche sur YouTube spécifiquement. Ils ont tapé, ce mot-clé-là, ils sont tombés sur la personne, ils se sont dit: «Ah mais tiens, j'ai vu sa publicité l'autre jour», ils ont consommé son contenu sur YouTube et bam, après ils ont réservé un rendez-vous. Donc contenu organique aussi très puissant. Le mieux, c'est d'en combiner au moins 2, honnêtement. Si vous démarrez, le mieux, je dirais 2 minimum, surtout aujourd'hui. Avant, que email, ça pouvait suffire. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, si vous voulez des bons retours et assez rapides. Au moins 2 dans l'idéal, le plus possible, bien sûr.
toujours à mettre en relation avec quelles ressources vous avez en interne, donc quelle personne s'en occupe. Si vous vous occupez de tout, ça va être très compliqué. Si vous déléguez à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ça va. Et c'est aussi à mettre en relation avec votre budget marketing. Donc, au niveau de la partie connaître son avatar client sur le bout des doigts, donc les dimensions de l'avatar client B2B, donc il y a bien sûr tout ce qui est donc, profil entreprise, taille, secteur, CA, maturité digitale, niveau du décideur, donc son poste, est-ce que c'est un CA, CEO, est-ce que c'est un CMO, est-ce que c'est un DRH, etc., etc. L'âge, donc 30 à 55, 25 à 40, voilà. Son parcours, ses objectifs de carrière, ses objectifs business, KPIs, défis, opportunités de croissance. La psychologie client, et c'est ce dont je vous parlais, qui est trop sous-estimé, ses frustrations, obstacles, risques perçus, désirs, rêves et peurs les plus profondes, etc., etc. Ça, il faut vraiment aller en profondeur dessus. C'est ce qui va faire une grosse différence dans votre marketing. Et ensuite, le parcours décisionnel à connaître sur le bout des doigts, bien évidemment. Étape influence, tout ce qui va influencer. Donc les personnes dans la boîte, par exemple, qui vont influencer la décision, les objections typiques, etc. Donc au niveau des clés du succès pour pouvoir bien connaître son avatar client et bien le travailler, il faut interviewer vos clients de manière régulière, pas pour poster du contenu, enfin là, dans ce cas-là, mais pour bien vraiment comprendre encore mieux votre avatar client. Parce que finalement, c'est vos clients qui peuvent vous aider à faire le meilleur marketing, parce qu'ils ont déjà investi chez vous, ils ont déjà payé. Et donc, c'est eux qui vont vous aider à faire un meilleur marketing. Donc, il faut poser des questions à vos clients, les interviewer, comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont passé l'action avec vous, quelles étaient leurs objections au début, poser le maximum de questions possible. Et après, en fait, si vous voulez, vous allez tout regrouper et vous allez voir en fait des patterns récurrents, donc des éléments qui reviennent de façon récurrente. Et c'est là où ensuite vous allez pouvoir vraiment avoir une fiche, un avatar vraiment super détaillé et vous allez pouvoir vraiment transformer tout le reste de votre marketing, que ce soit dans votre contenu organique, dans vos pubs, sur votre tunnel de vente, voilà, dans vos messages, comment vous vous adressez à votre client. Ça a vraiment tout changé. Si aujourd'hui vous avez un avatar qui n'est pas forcément extrêmement précis, mais que demain vous travaillez vraiment et que vous avez énormément d'éléments, vous allez pouvoir avoir un message vraiment très spécifique. Et c'est ça qui vend, c'est pas un message généraliste. Et faire un super copywriting qui s'adresse à un client spécifique. Et aussi, vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents qui, eux, n'ont peut-être pas fait ce travail-là. Donc voilà, et ensuite il faut affiner constamment votre avatar. Euh, j'ai mis après chaque campagne, mais de manière constante, avec les interviews clients, avec les retours que vous avez en pub et les retours que vous avez sur d'autres canaux également, en prospection, si vous faites de la prospection, contenu organique, avec les appels de vente, etc. Donc le bon copywriting pour convertir en B2B. Donc pourquoi c'est crucial? En B2B, donc bien sûr, c'est des décisions à enjeu élevé. Donc votre copie doit justifier un investissement important, surtout si vous vendez des offres à un certain montant. Mais en soi, peu importe ce que vous vendez, dans tous les cas, c'est super important, surtout aujourd'hui. Euh, Ensuite, en B2B, bon, il y a multiples décideurs, donc faut convaincre plusieurs parties prenantes. C'est quelque chose qui est à prendre en compte, même si dans tous les cas, c'est important, même si vous étiez en B2C. Ensuite, attention fractionnée. Donc, ouais, vous avez seulement quelques secondes en fait pour attirer l'attention de la personne. Donc, ça, c'est spécifiquement pour les hooks, les accroches, comment accrocher la personne avec vos pubs. Et ensuite, la partie de différenciation, ou ce que je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, vos prospects sont sursollicités. Et il y a aussi cet aspect-là que j'ai déjà abordé juste avant. Donc, en fait, dans la majorité des cas, en fait, les personnes que vous allez cibler, ils sont déjà voilà, c'est des personnes qui sont très occupées. euh, voilà, il faut avoir vraiment un copywriting qui va directement résonner avec la personne et qui va vous permettre de vous démarquer dans un marché de plus en plus saturé. Donc, au niveau des quelques exemples concrets pour MetaAds, mais en soi, ça peut être pour d'autres régies publicitaires, bien évidemment. Donc, typiquement, pour un logiciel de comptabilité, un copywriting inefficace, ça serait logiciel de comptabilité innovant pour PME, gestion financière simplifiée, rapport automatisé. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce type de publicité ou ce type de texte, ce type de copywriting,
ou vous en voyez encore aujourd'hui. Il y en a encore trop d'entreprises qui font, qui ont un copywriting comme ça va pas du tout. Ça, c'est un copywriting inefficace. Un copywriting efficace, sachant que là, le but avec votre publicité, c'est de faire cliquer pas la personne, mais la bonne personne. Parce que si vous faites un hook où vous mettez, je sais pas, une vidéo drôle, si vous mettez une vidéo drôle, si vous voulez, ou une vidéo qui a rien à voir avec le business et qui peut hooker, donc accrocher n'importe quel type de personne, bah, vous n'allez pas forcément attirer les bonnes personnes. Mais le but de la pub, c'est déjà de faire cliquer la bonne personne. Et ensuite, c'est avec votre tunnel de vente que vous allez petit à petit en fait vendre votre solution. C'est pas directement dans la pub que vous vendez tout, c'est pas du tout le but. C'est pas comme ça que vous devez approcher la chose. Et donc, marketing, donc copywriting efficace, ça serait votre comptable vous cache-t-il ces 8 déductions fiscales qui pourraient vous faire économiser 47 000 euros par an. Donc après, bien sûr, faire attention avec Meta à la partie compliance, mais ça, donc ça, c'est ensuite encore un autre aspect. Mais typiquement, ça serait une phrase beaucoup plus efficace, qui aurait beaucoup plus d'impact que logiciel de comptabilité innovant pour PME. C'est ennuyant, c'est pas spécifique, ça résonne pas avec l'avatar. Alors que là, l'autre, l'autre, c'est beaucoup plus efficace. Et typiquement, ce type de phrase-là, ça serait donc quelque chose qui pourrait être utilisé si vous avez un lead magnet. Donc, par exemple, vous pouvez faire une vidéo qui parle de ces 8 déductions fiscales. Il y a une personne que je voyais souvent d'ailleurs sur Meta qui a fait, qui a en fait transformé littéralement son business avec Meta. J'ai vu aussi une interview qu'avait fait la personne qui l'accompagnait en pub. Et justement, il utilisait ces stratégies-là. Donc, il parlait il mettait des chiffres, les niches fiscales, les déductions fiscales, il utilisait tous ces termes-là, il utilisait des chiffres concrets pour en fait pouvoir projeter la personne. Et les personnes rentraient leurs informations, elles avaient accès à une magnète ou à un webinaire. Et après, voilà, ils faisaient la vente petit à petit dans le tunnel de vente. Donc voilà, ça ce serait un copywriting beaucoup plus efficace. Un autre exemple, c'est donc pour tout ce qui est cybersécurité. Donc un copywriting inefficace, protection, cybersécurité avancée pour entreprise, sécuriser vos données avec nos solutions expertes. Donc est-ce que ça fonctionnerait pas du tout? C'est pas ce que je dis. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous démarquer et vous permettre d'obtenir de très gros retours? Absolument pas. Par contre, quelque chose qui va pouvoir faire entrer énormément de personnes dans votre tunnel de vente, d'avoir des publicités enfin beaucoup plus efficaces, ça va être les 3 failles que 97% des PME ignorent, entre parenthèses, et qui coûtent 4,45 millions d'euros en moyenne par cyberattaque. Voilà, ça c'est bien sûr des exemples. Ça, c'est beaucoup plus efficace et ça marche beaucoup mieux en publicité que quelque chose de beaucoup plus généraliste, ennuyeux, heu et pas spécifique du tout. Donc voilà, quelques exemples. Au niveau des créatives, donc les créatives performantes et le test constant, ce qui est la clé pour avoir des publicités très rentables. Donc la méthode pour des créatifs qui perfent. Donc il faut tester plusieurs angles. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Il faut tester plusieurs angles marketing. Je vous recommande de tester dans l'idéal entre 5 et 10 angles marketing pour démarrer en fonction de votre budget. 10 angles, ça peut peut-être être compliqué si vous avez un budget de quelques centaines d'euros. Bien sûr, voilà. Ça va dépendre de votre budget, mais un minimum de 3, je dirais. Minimum de 3, grand minimum. Et ensuite, voilà, dans l'idéal, 5 à 10 angles ou plus pour démarrer. Ensuite, une fois que vous avez trouvé des bons angles qui performent, vous devez tester plusieurs formats. Donc, par exemple, plusieurs formats de vidéo. Exemple, format Founder Story qu'on a abordé avant, le format podcast, le format Facecam éducatif. Donc, comme si moi je parlais face à la caméra avec un format short, donc format vidéo vertical. Ça peut être un format micro-trottoir également, donc ça, c'est à voir, hein, en fonction de votre cible. C'est pas adapté à chacune des cibles, mais ça peut être pas mal. Un format interview, voilà, il y a énormément de formats différents qui peuvent fonctionner. Un format un petit peu plus production, haute qualité, comique, comme ferait, Sabri Subi, par exemple. Bref, il y a énormément de formats. Il y a même des formats, typiquement, vous allez prendre une vidéo où il y a une vidéo en fait écran noir. Et en fait, c'est votre texte qui va tout faire. Vous allez avoir un texte super bien copyrighté avec une vidéo, une musique en arrière-plan qui match bien.
Porsche avait fait ça d'ailleurs, et en fait, ça par exemple, c'est des pubs, on s'y attend pas, mais ça peut générer de très bons retours et surperformer les autres publicités qui, à premier abord, pourraient mieux fonctionner. Donc tester plusieurs formats de vidéos ou plusieurs formats de publicité statique. Donc les statiques, c'est des publicités, images, donc une image ou carrousel, pour le même message, pour le même angle marketing. Donc ça, c'est vraiment la clé, varier les formats. Vous allez avoir des formats qui vont surperformer les autres pour un même angle marketing. Donc ça, c'est vraiment la clé. Ensuite, analyser les bonnes métriques. Donc déjà, faut regarder le CPL, mais pas que. Si vous regardez que le CPL et que vous pilotez vos campagnes uniquement avec le coût par lead, vous pouvez en fait couper des créatifs qui fonctionnent mieux que d'autres. Et ça, c'est une grosse erreur. Et le pire, alors ça, je comprends pas les gens qui font encore ça en 2025. Regardez au coût par clic. Est-ce que c'est pas une métrique qu'il faut prendre en compte dans certains constats, certaines fois? Oui, ça peut être pertinent, le CTR, le CPC, voilà, ça peut être pertinent dans certains cas de le regarder, mais est-ce que vous allez piloter vos campagnes au coût par clic? Mais c'est une aberration d'encore faire ça en 2025. Ce qu'il faut regarder typiquement, ce qui compte à la fin, c'est combien de rendez-vous vous avez eu, à quel coût et combien de ventes vous avez généré. Bien sûr, pour, voir si votre marketing est vraiment performant, il y a pas que la vente qui compte, parce que si vous avez par exemple des sales qui sont mauvais, bah, forcément le taux de conversion va pas forcément être, optimal. Mais par contre, voilà, c'est quand même quelque chose de super important. Même la LTV, il y en a pas beaucoup qui regardent. Après ça, c'est peut-être un peu plus compliqué dans un premier temps à regarder. Mais déjà, voilà, regardez pas que le CPL, regardez le coût par rendez-vous. Déjà, là, c'est beaucoup mieux. Ou des conversions intermédiaires. Donc, typiquement, vous allez générer un premier lead. Ensuite, vous allez générer des demandes avant un rendez-vous. Donc, par exemple, des demandes de devis. Et ensuite, des rendez-vous. Et donc, il faut regarder toutes ces étapes-là. Ensuite, il y a le coût d'acquisition client. Ça, bien sûr, il faut le regarder. Le ROAS, donc Return on Ad Spend. Donc ça, c'est le retour sur ce que vous avez dépensé en publicité. Et si vous pouvez, la LTV, typiquement, ça, les e-com, les SaaS, les applications, ils le font énormément. La lifetime value, donc en tout cas, ceux qui font quoi, qui font du bon marketing, qui regardent la LTV, donc la valeur totale d'un client sur une vie, donc combien dans sa vie, en moyenne, un client dépensera chez vous. Et donc, si vous avez un ROAS un peu plus faible, mais que finalement, un client vous rapporte beaucoup plus sur un le total, de sa vie entre guillemets, je j'ai pas très bien expliqué, je l'avoue, mais vous comprenez l'idée. Si dans sa vie, un client dépense beaucoup plus chez vous, mais que, dans le front-end, donc au départ, vous avez moins de un ROI plus faible, bah, finalement, c'est peut-être plus pertinent de, scaler et de mettre plus de budget sur l'autre publicité. Donc voilà, regardez tout ça et s'il vous plaît, ne regardez pas qu'au coût par clic ou CTR et cetera. Alors ça, faut vraiment éviter. Faut regarder au CPL, conversion intermédiaire entre, CPL et coût par rendez-vous et vente, coût par rendez-vous et coût d'acquisition client au mois. Ensuite, itérer rapidement, donc produisez régulièrement de nouvelles créatives en vous basant sur, les données, itérer, changer de format. Si vous voyez qu'il y a des angles marketing qui performent un peu moins bien, tester les nouveaux angles. Vraiment, en fait, la clé, c'est d'itérer rapidement. C'est pour ça que, pour moi, vous pouvez pas, prendre un prestataire, hem, lui, lui faire, si vous souhaitez déléguer complètement la partie ads, production des créas et cetera, vous pouvez pas prendre un prestataire si vous voulez, lui faire je sais pas, 10 publicités et ensuite, pendant un an, laisser, la chose tourner ou, faire juste des petits ajustements coupés, pas coupés. Non, c'est régulièrement qu'il faut itérer. En tout cas, si vous voulez avoir des bonnes performances, bien sûr, si vous voulez rester dans la médiocrité, bah, continuez comme ça et n'itérez pas sur vos publicités. Mais, comme dans tout, dans la vie, au bout d'un moment, il y a rien qui continue qui est 100 automatisé, qui fonctionne tout seul sans avoir rien à faire. Voilà, si vous souhaitez rester, médiocre ou vous êtes pas sérieux, sur toute la partie accélération de votre entreprise, si vous souhaitez pas vraiment accélérer votre entreprise, la croissance de votre entreprise, ou vous êtes pas sérieux sur le fait de scaler votre boîte, oui, peut-être que, vous avez besoin de moins itérer. Si vous êtes sérieux sur ce point-là, vous avez besoin de régulièrement tester les nouvelles créatives et cetera et cetera. Et là, vous avez vraiment un canal d'acquisition, en fait, qui vous génère
constamment des bons retours. Sinon, au bout d'un moment, vos créatifs vont s'épuiser, vous allez, pas comprendre pourquoi, en fait, vous perdez de l'argent et vous allez perdre de l'argent au final. Donc voilà, et s'il faut, sur 3 mois, en fait, vous allez même pas être rentable juste à cause de ça. Donc bon, sur 3 mois, un peu moins, mais potentiellement même sur 3 mois ou sur 6 mois et cetera et cetera. Donc itérer rapidement, c'est une clé qui est valable dans plein d'autres aspects, et pas que la publicité, mais c'est spécifique, enfin, en tout cas très valable en publicité. Donc voilà. Ensuite, le tunnel de vente optimisé pour le B2B, donc surtout les types de tunnels de vente efficaces. Donc je vais vous donner des exemples. Comme je vous ai dit, il faut choisir le bon tunnel de vente adapté à votre situation. Donc quels tunnels de vente sont efficaces en B2B? Donc honnêtement, il y en a plein. Il y a le lead magnet, la VSL, le webinaire, le challenge. Dans certains cas, ça peut être pertinent. Après, tout dépend de votre cible, comme ce que je vous ai expliqué juste avant, avec l'exemple que je vous ai pris des Américains là, qui font de l'acquisition sur Meta et qui ciblent des cibles beaucoup plus sophistiquées. Typiquement, on ne va pas faire d'énormes challenges, mais, mais ouais, c'est à adapter en fonction de la situation. Mais donc, tous ces types de tunnels de vente fonctionnent, le quiz funnel fonctionne. Il y en a énormément. Donc, il y en a énormément. Euh, Juste, il faut avoir un bon tunnel de vente en place. C'est-à-dire que si vous générez directement des demandes de devis auprès de personnes qui vous connaissent même pas en cold traffic, donc en trafic froid, c'est sûr que ça va beaucoup moins performer. Mieux vaut avoir une étape avant et finalement, vous allez en fait à la fin générer plus de revenus, plus de chiffre d'affaires. Si vous avez un tunnel de vente où vous avez des étapes intermédiaires entre, mais vous allez faire rentrer plus de personnes dans votre tunnel de vente que si en fait vous générez des demandes de devis sur des personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées dans leur parcours d'achat. Euh, mais voilà, qui vont vous coûter beaucoup plus cher et aussi beaucoup moins de ces personnes-là. Alors que si vous pouvez les prendre par la main et les faire évoluer petit à petit, c'est là où vraiment vous allez avoir de très gros retours. Au court terme, vous allez avoir des bons retours et surtout au moyen long terme. Et au final, c'est ça qu'on veut. Donc, deux exemples, Funnel Lead Magnet plus WhatsApp. Donc, en gros, vous allez donc proposer une ressource gratuite, donc à plein de formats différents. Ça, à bien choisir aussi le format. Quel type de format votre cible préfère consommer. Vous pouvez aussi proposer plusieurs formats. Moi, je le faisais, ça, par exemple. Proposer une vidéo et ensuite un format texte. Donc, par exemple, par mail, leur envoyer un format texte ou leur proposer aussi de télécharger un PDF à la place. Ça va être en gros le même contenu derrière. C'est juste le format qui va changer. Donc, Funnel Lead Magnet plus WhatsApp, vous allez avoir votre publicité, le lead magnet, et ensuite, derrière, vous allez les contacter sur WhatsApp et générer des rendez-vous. Donc, ça peut être efficace. Le mieux, c'est, bon, on va dire, le mieux, ça va être donc de faire la publicité, de les renvoyer sur une page de capture, et ensuite, donc une landing page, capturer leurs infos, les envoyer soit sur lead magnet, soit ce que j'aime bien faire, c'est leur envoyer le lead magnet sur WhatsApp et par mail. Et ensuite, donc, vous pouvez les envoyer sur une VSL avec un bouton pour réserver un appel, etc. Il y a plein de manières de faire. Là, c'était vraiment pour simplifier. Euh, mais donc voilà. Là, le but, ça va être en fait, générer des inscriptions avec un ligne manette qui résout un problème spécifique, douloureux. C'est possible un problème dur. Donc, un problème dur, c'est un problème douloureux, urgent et reconnu de votre cible. Il faut vraiment apporter de la valeur dans la ligne manette. Donc, ça, c'est un petit aparté. Mais un ligne manette, ce n'est pas une checklist pourrie rédigée en 2 secondes avec ChatGPT que tout le monde peut faire en 2 secondes et qui n'apporte aucune valeur. Vos lead magnets, il faut qu'ils soient bien conçus et pour qu'ils vous aident à vendre, parce qu'il y a des prospects qui ne vont pas forcément vous répondre, qui vont d'abord consommer ton lead magnet, qui vont avoir besoin d'un certain aussi niveau de confiance, etc., pour pouvoir passer à l'action. Et c'est tout à fait normal, surtout si vous êtes dans un certain secteur, que votre cible est sursollicitée, etc. Donc, il faut que votre lead magnet soit conçu de la bonne manière également. C'est-à-dire que si vous pouvez, vous mettez de la preuve sociale. Euh, je vous recommande de mettre de la preuve sociale dans votre lead magnet, etc., etc. Donc, c'est pas une checklist tout pourrie rédigée avec ChatGPT en 2-2. C'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui résout un problème qui apporte de la valeur et que vous pourrez faire payer. C'est-à-dire que littéralement, vous pourriez demander à la personne de l'argent contre cette ressource-là, mais vous la donnez gratuitement. Vous pourrez faire à la place un low ticket funnel, donc demander un tarif faible, ça peut être 9 euros, 17 euros, 34 plus, peu importe. C'est à voir en fonction de la situation. Mais vous pouvez aussi faire ça alternativement. C'est vrai que bon, les personnes
valorise un petit peu plus, les contenus payants de manière générale. Après bon, si vous avez un lead magnet bien fait, bien marketé, qui résoudra un problème, douloureux de votre cible et qui est aussi, consommable sous potentiellement 2 formats pour avoir, par exemple, le type de personnes qui préfèrent peut-être le format vidéo qui va le consommer, d'autres personnes qui préfèrent le format texte qui vont le consommer. Donc un lead bien packagé, c'est très bien et vous pouvez avoir de très bons résultats avec sans souci. Et ensuite donc, vous allez les recontacter sur WhatsApp. Le mieux, c'est en fait pour engager la conversation, de leur envoyer le lead magnet directement sur WhatsApp, comme premier message, parce qu'il faut pas oublier qu'ils reçoivent un message d'un inconnu donc et le message sur WhatsApp, le premier message, il doit être envoyé dans les 5 minutes maximum. J'insiste là-dessus, surtout que là, c'est quand même un canal de communication un petit peu plus personnel. Donc il faut pas que la personne, en fait, vous l'envoyez 2 semaines après et qu'elle se dise: «Qui ce mec qui m'envoie un message sur WhatsApp?» Non, il faut dans les 5 minutes, vous lui envoyez un message, vous lui dites: «Tiens, hello prénom, voici ta ressource, ta vidéo sur, ta masterclass sur les 8 optimisations fiscales à mettre en place pour blablabla». Donc le nom de votre, ligne manette qui doit aussi être bien copyrighté. Vous lui envoyez le lien dans le message et ensuite, en deuxième message ou dans le même message, le mieux c'est de faire un deuxième message pour avoir une approche un petit peu plus conversationnelle, qui fait moins automatisé. Vous pouvez automatiser le premier message 100 et je vous recommande, surtout si vous pouvez je vous recommande de le faire, hein, le premier message. Comme ça, vous êtes sûr au moins que c'est envoyé dans les 5 minutes. Et ensuite, voilà, vous lui posez une question, vous entamez la conversation avec elle. Après, c'est le setting. Vous lui posez des questions, vous le qualifiez, vous lui apportez de la valeur aussi, ça c'est important. Et ensuite, vous transitionnez vers proposition d'un appel de la bonne manière. Par exemple, si la personne me dit qu'elle fait de la prospection et qu'en fait, elle trouve ça super chiant de scaler ses campagnes de prospection, parce que, voilà, elle est sur le marché français, qu'elle a déjà touché une grosse partie de son marché avec ses campagnes, qu'elle a pas forcément envie d'avoir à gérer plus d'aspects techniques avec le cold email parce qu'il faut racheter les adresses mail et cetera, warm up, ou en tout cas qu'elle sent qu'elle a touché un plafond de verre et qu'elle a besoin de d'autres canaux d'acquisition parce qu'un plafonne, typiquement, je lui parlerai par exemple des résultats que j'ai eu avec des clients qui étaient dans la même situation que cette personne-là, hem je lui proposerai, je lui dirai: «Écoute, j'ai eu ce client qui était dans la même situation que toi». Je lui explique le contexte, je lui montre les résultats qu'il a eus et je lui dirai, bah, écoute, est-ce que ça te dirait, que je te propose, voilà, que je te montre, en live, qu'est-ce que je lui ai mis en place, voilà. Là, je vais pas travailler le message là, ça vient de ma tête comme ça, mais en gros, je lui parlerai de tel client qui a eu tel, type de résultat, et qui était dans telle situation et je proposerai en fait de lui montrer gratuitement comment ce client-là, je l'ai aidé à, casser son plafond de verre et à, obtenir X résultats, si possible en X temps, voilà. Donc voilà et après, dans votre, rendez-vous, vous faites pas juste un rendez-vous où le but c'est de lui pitcher tout le long. Non, vous lui montrez, l'étude de cas, vous lui, donnez ce que vous lui avez promis, mais juste vous faites une transition correcte pour, la vente. Donc voilà, potentiellement, du coup, vous ferez un R1, puis après un R2, puis si nécessaire un R3. Si, vous vendez des offres relativement chères, vous avez une bonne LTV derrière, il y a aucun souci à faire plusieurs rendez-vous. Je pense ça, vous le savez déjà. Surtout, sur du trafic froid, parce que si vous, générez que des prospects, du, contenu organique, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus simple à signer. Mais, ce qui vous permet de scaler, c'est et d'accélérer votre croissance, de manière prédictible, c'est de faire de l'acquisition sur du trafic froid, notamment et surtout la publicité et c'est pas de faire toujours plus de contenu organique, si dans certains cas, certaines exceptions, ils sont arrivés à de très, très, gros chiffres d'affaires et une taille de boîte assez importante juste avec ça. Mais bon, ça reste quand même des exceptions, hein, même si on les voit sur les réseaux, quand on regarde, ça reste quand même des exceptions et la grande majorité de ceux qui ont atteint une bonne taille, de boîte et qui sont passés au niveau supérieur font de la publicité et continuent d'en faire. Bref, c'était un petit aparté. Ensuite, funnel VSL, donc un tunnel de vente avec une VSL. Donc VSL, c'est pour Video Sales Letter. Donc typiquement, pour faire ça, moi, je vous ai déjà expliqué, mais c'est une vidéo de vente. Vous allez en gros, montrer pourquoi vous êtes la meilleure solution, pour le prospect, pour l'aider à résoudre son problème. Vous allez partager de la preuve sociale. Vous allez,
essayer de casser ses croyances, détruire ses objections et le pousser en fait, à prendre le rendez-vous. En fait, vous vendez la première étape. Donc vous pouvez faire une VSL post-webinaire si vous faites des webinaires. Vous pouvez faire une VSL post, rendez-vous si vous vendez, en rendez-vous. Donc voilà. Ou alors, si vous avez besoin de beaucoup plus d'éducation, vous pouvez faire VSL, webinaire, rendez-vous. Il y a aucun souci. De toute façon, il faut s'adapter en fonction de la situation, hein. Mais, mais donc voilà. Et le but là, c'est vraiment de vendre, la prochaine étape. Donc là, par exemple, Meta Ads, donc la publicité, qui redirige vers une VSL, qui redirige vers votre rendez-vous. On met sur des étapes intermédiaires. Notamment, il peut avoir une page de capture en amont pour récolter les informations. Ensuite, la page avec la VSL, la page de remerciement, enfin, le calendrier, et ensuite la page de remerciement. Ça, c'est aussi un type de tunnel de vente qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, typiquement, la VSL ou Lead Magnet, dans tous les types, dans à peu près tous les types d'entreprises, tout type d'offres, tout type de cible, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais j'ai pas vraiment vu, beaucoup de cas où ça pouvait pas permettre d'obtenir de très bons résultats. Mais bien sûr, le mieux, c'est de choisir vraiment le tunnel de vente qui est le plus adapté pour vous, à l'instant T, pour votre offre, pour votre cible, pour le contexte de marché dans lequel vous êtes. Donc, voilà 2 exemples et qu'au niveau de votre tunnel de vente, il faut optimiser à chaque étape. C'est comme la publicité, si vous n'optimisez pas, vos tunnels de vente dans le temps, ils vont, «mourir» entre guillemets, pour faire simple. Il faut optimiser votre landing page dans un premier temps. C'est la première étape. N'essayez pas de tout optimiser. Il faut optimiser, mais il ne faut pas tomber dans une erreur très commune que je vois. C'est qu'il y en a, ils vont avoir un budget publicitaire de 500 euros, ce qui n'est pas un budget publicitaire conséquent. Ils vont faire un petit peu de testing. À la limite, peut-être la partie créa, ça ira. On va avoir des leads. Et en fait, ils vont A/B tester leur pauvreté, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont donc A/B tester, mais A/B tester tout et n'importe quoi. Donc, ils vont A/B tester. Un jour, ils vont A/B tester le call to action. Un jour, ils vont A/B tester la vignette pour leur VSL. Un jour, ils vont A/B tester leur headline, donc le titre. Un jour, le sous-titre. Tous les jours, ils vont A/B tester. Ils vont se baser sur des conversions à 5 ou 10 leads, ce qui n'est pas du tout représentatif. Et ils vont prendre des décisions là-dessus. Au final, ils vont avoir une landing page pourrie. Ou voilà, une landing page qui n'est pas du tout optimisée. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que ce soit statistiquement représentatif. Donc, il faut se baser sur un certain nombre de leads. Sinon, sur 5 ou 10 leads, 20 leads ou 30 leads, ce n'est pas du tout représentatif. Il faut se baser sur plus de 100 leads, ça c'est sûr. Plusieurs centaines de leads, idéalement, bien sûr, plusieurs milliers de leads. Après, voilà, c'est pas donné à tout le monde, ça dépend de tes budgets. Mais donc, voilà, c'est l'erreur sur laquelle il ne faut pas tomber. C'est un petit disclaimer, c'est super important de ne pas tomber là-dedans. Euh, Moi, au début, dans mes débuts, quand j'ai commencé à faire, à lancer, on va dire, mes premiers projets entrepreneuriaux, quand je proposais pas ça comme service, mais que c'était pour moi, pour mes propres projets, c'est ce que je faisais et j'ai appris la dure manière, quoi. Donc, je sais même pas si c'est bien traduit, mais comme on dit en anglais, the hard way. Donc voilà. Donc il faut optimiser à chaque étape. Il faut juste faire gaffe à cette erreur que je viens de vous citer. Mais donc vous avez le trafic, ensuite il y a la partie lead, rendez-vous client. Ça, bien sûr, c'est simplifié. Vous pouvez avoir des étapes intermédiaires, bien évidemment. Et donc, faut A/B tester à chaque étape pour optimiser chaque étape. Optimiser votre landing page. Après, vous pouvez optimiser la page avec votre VSL, par exemple. La page qui redirige vers votre inscription à votre webinaire si c'est l'étape après la première landing page, etc. etc. Il faut A/B tester, optimiser chacune des étapes et se baser sur un certain nombre de données pour que ce soit représentatif. Ce qui compte, c'est donc voilà, faire attention à la qualité des landing pages, avoir des formulaires courts, mais pas forcément. J'ai mis court, mais en vrai, pas forcément, et optimisé pour mobile. Juste, il faut faire gaffe aux formulaires sur la première landing page. C'est-à-dire qu'au début, le but, si vous voulez générer du lead sur le trafic froid et faire rentrer des gens dans votre tunnel de vente, le but, c'est pas forcément de direct faire générer le plus de leads ultra qualifiés possible, mais c'est de les qualifier petit à petit. Au final, vous allez avoir plus de retours comme ça que si, direct vous mettez 40 000 questions. Donc, typiquement, par exemple, au lieu d'avoir, 10, 10 on va dire 10 questions où la personne doit écrire à chaque fois, ça, faut éviter. Si c'est, le but, c'est de générer des leads à la limite préqualifiés ou pas q vous allez pas peut-être pas les qualifier au début, mais par la suite, il faut, par exemple, faire des checkbox, utiliser des checkbox. Donc la personne doit cocher telle chose, telle chose, telle chose.
Par exemple, faut que les formulaires, ouais, soient relativement courts et bien sûr, faut qu'ils soient optimisés pour mobile. Alors ça, les gens qui optimisent pas pour mobile en 2025, je comprends pas. C'est la majorité de votre trafic, surtout sur Meta, ça va être, mobile, clairement. C'est plus de 80 du trafic, qui va être sur mobile. Donc plus de 80 encore, je suis gentil. Donc faut vraiment optimiser pour mobile, que ce soit la LP, la landing page, toutes les pages et le formulaire. Combien de fois je suis tombé, donc je regardais les tunnels de vente des gens et j'arrivais, le formulaire qui était pas du tout responsive, pas du tout optimisé pour mobile. Enfin honnêtement, moi je scrolle par exemple, la personne me fait une pub qui résonne avec moi. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus. Je me dis: «Bon, je vais peut-être laisser mes infos». C'est une galère au niveau du formulaire, limite je peux pas, laisser mes informations, bah, je vais quitter en fait. Faut se rendre compte aussi dans l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire que la personne elle voit une pub, entre 2 posts, qu'elle regarde, elle est pas dans une optique de, «Ah, je vais rechercher pour acheter une solution», comme ça serait par exemple avec Google. Ça a ses avantages, attention. C'est pas pour autant qu'il faut pas l'utiliser, au contraire. Hem mais voilà, il faut prendre ça en compte. Donc faut faire attention à tout ça, faire des formulaires courts et optimisés. Avoir une séquence de nurturing automatisée sur plusieurs canaux. Tout n'est pas automatisable. Par exemple, les appels, il faut les faire. Mais voilà, automatiser, pas mal de choses dès que c'est possible et que ça dégrade pas la qualité. Le reste, le faire à la main, avoir un commercial qui le fait ou vous-même. Et ensuite, mettre en place un bon tracking, ça c'est super important. Si vous avez encore un tracking pourri, vous allez pas savoir, hem les taux de conversion à chaque étape, vous allez pas savoir en fait comment optimiser si vous voulez et donc forcément, si vous avez pas de data précise, comment vous voulez optimiser. Donc super important le tracking et aussi pour savoir d'où les personnes viennent, depuis quel canal d'acquisition et cetera. Les erreurs courantes à éviter, donc l'erreur que je vous ai partagée juste avant, friction excessible aussi, dans le parcours utilisateur. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé. Si vous mettez trop de friction dès le début, vous allez générer trop peu de leads et mieux vaut moins qualifier au début. Vous pouvez qualifier un peu, hein, surtout si vous voyez que vous avez trop de leads pas qualifiés. Ça justement, vous le voyez en testant. Hem Si vous avez trop de leads pas qualifiés, vous pouvez mettre une petite étape de friction en plus. Ça, c'est juste des ajustements qu'on fait, en fait, justement, avec la data qu'on récolte. Mais, et c'est pas un truc qu'on fait dès le début où on met un énorme formulaire alors qu'on n'a jamais fait de pub sur Meta avec 40 000 questions. Ça, c'est uniquement dans le cas où on a vraiment trop de leads pas qualifiés. Mais donc friction excessive, je recommande pas de le faire, surtout au début. Au début, s'il vous plaît, ne mettez pas de friction excessive. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est moi, je vous conseille quand même de demander, voilà, le numéro de téléphone, par exemple. Donc prénom, nom, numéro de téléphone, email. Ça, c'est bien au début. Vous pouvez même faire prénom uniquement, email, numéro de téléphone. Si possible, vous pouvez utiliser un outil qui vous permet de vérifier le numéro de téléphone. Après ça rajoute de la friction, donc aussi c'est à voir. Ça, c'est mieux de le faire si vous remarquez que vous avez trop de faux numéros, numéros mal tapés ou et cetera et cetera. Ça, c'est toujours adapté. On va faire attention à la friction, à pas en mettre trop au début, quitte à en mettre après. C'est-à-dire, avant le rendez-vous, avoir un formulaire et en fait, vous disqualifiez, certains types de personnes avec Typeform, par exemple, et vous les redirigez pas vers Calendly ou, n'importe quel autre outil de réservation de rendez-vous que vous utilisez. Promettre trop dans les publicités, et dans le tunnel de vente. Négliger le suivi post-lead, donc le nurturing, ça on en a déjà parlé avant, mais je le rappelle ici. Et utiliser qu'un seul canal de communication. Ça, aujourd'hui aussi, je vous le déconseille. Après, si vous vous lancez au début, vous pouvez potentiellement faire, enfin, vous pourrez avoir des retours, hein, avec une ad sur Meta, un lead magnet, une VSL et uniquement du WhatsApp ou uniquement de l'appel. En vrai, vous pouvez avoir des retours au début, hein, sans problème. Mais on va dire, c'est pas optimisé. Mieux vaut au début prendre le temps de bien mettre en place, une séquence, par exemple, automatisée par mail et en plus faire du WhatsApp, que se dire: «Bon allez, je lance comme ça, tac et puis après WhatsApp directement». Et pas mettre en place de séquence mail, qui, voilà, ne prend pas non plus 40 ans à être mis en place ou du retargeting ou autre. Donc voilà, utilisez qu'un seul canal de communication, surtout si vous voulez vraiment avoir des retours consistants de Meta Ads constants, c'est une erreur, il faut mettre en place plusieurs canaux de communication. Hop, donc le système de nurturing et de relance optimisé, donc ça, je martèle un peu, les gens à ce propos, mais moi, c'est vraiment là que j'ai vu toute la diff. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais vraiment, mes premiers clients que j'ai pris et c'est normal parce que, on s'améliore en faisant.
j'avais négligé en fait cet aspect-là. Moi, je proposais que de la pub. Aussi, j'avais des clients qui n'avaient pas déjà ça en place. Et en fait, je me rendais compte que j'avais beau leur générer X nombre de leads, etc. Ils se plaignaient en fait de ne pas avoir assez de ventes. Mais c'est normal, il y avait zéro système de nurturing, zéro système de nurturing. Et après, moi, de mon côté, de mon côté, j'ai peut-être fait l'erreur en fait de prendre des clients qui n'avaient pas ça en place ou de faire l'erreur de pas à la limite pricer plus cher et leur mettre ça en place. Mais du coup, j'avais des clients typiquement pour qui, en plus, enfin pour qui j'allais faire des pubs. Mes pubs, elles étaient bien, mais elle leur générait des leads. Mais le truc, c'est que après ils se plaignaient de oui, tes pubs ne marchent pas, j'ai pas de vente. Ils avaient rien derrière. C'est-à-dire que la personne remplissait ses infos, il se faisait recontacter par appel une fois sur 10, donc un lead sur 10 se faisait rappeler, même pas dans les premières heures, même pas dans les premières minutes, et même pas dans les premières heures, même pas dans la première journée, même pas dans les premières 24 heures. Donc bon, voilà, zéro suivi des prospects, zéro séquence email, zéro retargeting, mais tu m'étonnes que tu as pas de vente. C'est normal. Aujourd'hui, les prospects, peut-être qu'avant, ça pouvait fonctionner, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les leads sont sursollicités, même en B2C, même dans des niches moins sophistiquées. Mais voilà, aujourd'hui, surtout si vous avez des typologies de clients qui sont, qui sont très occupés, qui sont sursollicités, et puis, la plupart des gens déjà sont sursollicités avec les réseaux sociaux et cetera, mais les gens aujourd'hui, ouais, il faut leur prendre la main, en fait. Il faut leur rappeler que vous êtes là, il faut les recontacter sur plusieurs canaux et au plus, au mieux. Bien sûr, toujours à mettre en relation avec combien de budget vous avez, quelles ressources vous avez en interne. Est-ce que vous, avez des prestataires, à qui vous pouvez déléguer, par exemple, l'appel, la mise en place d'une séquence email, sachant que ça, vous le mettez en place une fois. Après, il y a des modifs à faire de temps en temps. Mais c'est vrai que ça vous avez beaucoup moins de modifs à faire. Ça peut rester sans modif pendant un certain temps. Hem, Est-ce que, voilà, vous avez un prestataire, qui vous fait du setting sur WhatsApp, un setter, un commercial en interne qui le fait? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que vous avez un prestataire qui vous fait des campagnes de retargeting? Est-ce que vous avez un CMO en interne qui s'en occupe? Peu importe. Est-ce que vous avez les ressources? C'est à mettre en relation avec tout ça. Si vous souhaitez tout faire tout seul, appeler les gens via téléphone, faire, des séquences email, faire du WhatsApp, faire du retargeting, et optimiser régulièrement, c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est à mettre en relation avec ça, avec votre budget, mais plus de canaux, possibles par rapport aux ressources, que vous avez à disposition à l'heure actuelle. Donc WhatsApp, email, retargeting, téléphone, ça c'est les 4 canaux, les 4 canaux rois, que, vous devez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Téléphone et email, ça marche très bien. L'idéal serait quand même, moi je recommande toujours d'avoir du retargeting, parce qu'en plus il y en a très peu qui le font, et vous restez vraiment top of mind. Et l'idéal c'est d'avoir les 4. L'idéal c'est d'avoir les 4. Vous pouvez même aller les chercher sur d'autres réseaux. Donc, par exemple, aller les contacter sur LinkedIn s'ils n'ont toujours pas répondu, sur Instagram. Sur Instagram, c'est parfois un peu plus compliqué à trouver pour le coup, ça aussi vous donne pas le son URL de profil, mais voilà, sur LinkedIn par exemple, typiquement. Après ça, c'est encore une étape au-dessus, mais déjà vous avez les 4 en place, vous êtes déjà bien. Si, vous les avez bien mis en place, vous avez besoin que de ça. Vous avez besoin que de ça. Après bien sûr, vous pouvez toujours faire mieux, mais déjà vous avez les 4. Franchement vous êtes très bien et vous faites mieux que 99,9 des gens qui font de la pub, actuellement sur le marché francophone. Donc bon, donc ouais. WhatsApp, taux d'ouverture supérieur à 90%, conversion fluide en temps réel, contact immédiat après le lead. Très peu de personnes utilisent WhatsApp aussi pour tout ce qui est contact des prospects aujourd'hui. Ça va arriver, mais pour l'instant, il y en a qui commencent à se rendre compte aujourd'hui, toujours avec un peu de retard, que ça marche. Après, c'est normal, hein. Voilà, il y a des premières personnes, comme dans tout, qui innovent, qui testent, qui voient et qui après le partagent et d'autres personnes le font. Donc pour l'instant, on a encore peu qui le font, donc c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Enfin, je trouve ça plus pertinent de le mettre en place maintenant. Avec le temps, de plus en plus, de personnes vont mettre en place et du coup, ça deviendra de plus en plus saturé comme canal. Il faudra de plus en plus avoir des approches différenciantes, mais donc maintenant, c'est très bien. Email, bon ça marche toujours, il faut juste bien le faire. Ça marche toujours. Retargeting, donc là, vous restez top of mind. Vous mettez en place des publicités adaptées à chaque stade, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Ça renforce la crédibilité, la confiance, l'autorité. Vous faites vraiment
vous créez vraiment un lien avec la personne, beaucoup plus qu'avec de l'email, par exemple. Et ensuite, téléphone. Contact direct et personnel. En fait, c'est vraiment ça les avantages du téléphone. C'est pour ça que j'aime vraiment bien, surtout au début, si on lance un produit et qu'on essaye de trouver un peu son product market fit, ça peut être très bien. Parce que voilà, vous allez pouvoir avoir un contact, un feedback direct, contact direct et personnel. Vous allez pouvoir qualifier en temps réel, répondre aux objections immédiates. Et, et au début, c'est très très bien. Et honnêtement, au début, faut mettre ça en place. Voilà, faut mettre ça en place. Ensuite, au niveau des bonnes pratiques du nurturing B2B, timing. Alors ça, trop de personnes l'oublient, mais c'est vraiment super important. Contact initial dans les 5 minutes et dans les 60 secondes, c'était dans les 60 secondes, il y a une étude qui avait montré que ça augmentait vos chances d'avoir une conversation de vente avec la personne de 391% d'augmentation. C'est énorme. C'est énorme. Donc, clairement, ça change tout. Ça change tout. Après, ça, c'est dans les 60 secondes. Vous pouvez automatiser hein, certaines choses. Attention à bien le faire, par contre. Mais voilà. Ça, c'est dans les 60 secondes. Sinon, dans les 5 premières minutes dans l'idéal. Sinon, 10, 15. Bien sûr, plus vous attendez, plus les chances baissent. C'est la règle. Donc voilà, dans les 5 minutes dans l'idéal. Sinon, 10, 15 minutes. Ça reste pas trop mal. Ça reste pas trop mal, même dans l'heure, hein. Si à l'instant T, vous n'avez pas les ressources pour faire mieux, vous pouvez le faire dans les premières heures et c'est pas la catastrophe, hein. Mais c'est sûr que si vous voulez accélérer votre cycle de vente et faire un nurturing beaucoup plus efficace, voilà, faut contacter la personne rapidement. Ensuite, et surtout éviter déjà de ne pas la contacter, parce qu'il y en a plein qui le font. Même si c'est par email, hein, à la limite que vous la contactez et qu'au début vous ne faites pas d'appel au téléphone parce que ça rentre dans vos stratégies. Voilà, faut que ce soit automatisé et dans les premières minutes. Personnalisation, donc adapter des messages au comportement, aux interactions précédentes et à l'étape à laquelle est le prospect. Vous n'allez pas essayer de lui vendre votre solution alors que c'est devenu juste un prospect qui ne sait même pas exactement ce que vous vendez. Règle de base, mais je tiens à le rappeler quand même. Euh, Ensuite, fréquence, équilibrée entre la présence régulière et la sursollicitation. Donc, il ne faut pas non plus harceler vos prospects, ça c'est clair et net. Surtout en marché francophone, c'est un peu plus délicat qu'aux US. Aux US, ils sont beaucoup plus agressifs au niveau de la vente et ils sont aussi. C'est pas qu'ils sont plus réceptifs, mais voilà, c'est que ça les dérange beaucoup moins de se faire vendre entre guillemets qu'en France. C'est vrai qu'en France, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, attention à pas sursolliciter, mais attention, il faut aussi y aller. C'est-à-dire que il y en a trop qui disent ah mais non, j'ai pas envie de déranger mes prospects, j'ai pas envie de l'appeler. Ah il m'a pas répondu une fois, je le recontacte pas via mail ou je lui envoie pas de message WhatsApp. Non, c'est surtout que dans la majorité des cas, c'est pas que le prospect c'est pas que vous emmerdez votre prospect, c'est juste que peut-être qu'à l'instant T, il était occupé, qu'il ne peut pas répondre. Il y a plein de raisons qui font que la personne n'est pas disponible. Donc, relancez, relancez, relancez. Juste ne tombez pas dans un excès et dans la sursollicitation, c'est tout. Ensuite, au niveau des mesures, donc suivez le taux d'engagement par canal pour optimiser constamment le taux de conversion, taux de transformation en rendez-vous, en vente, etc., etc. Donc, pour démarrer votre première campagne Meta Ads B2B, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Donc, la checklist avant de démarrer. Donc, il faut que vous concentriez sur ces fondamentaux-là avant de lancer votre campagne. L'avatar client bien travaillé, comme ce dont on a parlé juste avant. Donc, caractéristiques démographiques et psychographiques précises. Un objectif clair. Définissez un objectif principal. Ça, c'est vraiment si aujourd'hui vous voulez vous lancer, vous n'êtes pas encore lancé ou vous avez fait un peu à la one again, où vous n'avez pas défini une bonne stratégie et que vous n'avez pas eu de retour. Voilà, faites ça. Choisissez un objectif clair. Au début, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous faites de la lead gen? Donc, est-ce que vous générez des leads? Et après, bien sûr, vous allez générer des rendez-vous par la suite. C'est juste qu'il faut avoir le bon tunnel de vente, les bonnes relances, etc., le bon système de nurturing. Mais choisissez un objectif principal sur Meta, génération de leads. Vous pouvez aussi décider d'optimiser pour des conversions. Et comme objectif de conversion, ça va être des rendez-vous. Ça peut être bien dans certains scénarios. Ou par exemple, donc j'ai un exemple à l'instant T, si et ça, c'est un des meilleurs moyens si vous avez déjà du trafic sur votre site, pas mal de trafic, mais que vous n'avez pas encore fait de publicité sur Meta, vous mettez un pixel
Vous récoltez de la data vous envoyez des données à Facebook sur OK, quel type de personne, a visité votre page ou même vous pouvez faire avec un tracking un peu plus server-side. Bon, ça, on rentrera dans les détails dans une autre vidéo. Mais, vous pouvez, pour toutes les personnes qui sont devenues des leads, choisir ça comme événement, méta et en fait renvoyer à Meta le fait que tel lead a été généré et ensuite ou même vous pouvez en soi, mettre un fichier directement dans Meta et cibler ces personnes-là. Et en fait, vous allez faire des publicités de retargeting. Donc en fait, sur ce fichier-là ou cet événement-là de conversion, vous allez, essayer de générer des rendez-vous. Donc sur des personnes qui, par exemple, ont déjà vu votre site, qui, ont déjà téléchargé votre lead magnet, même si c'était pas via Meta, c'était via LinkedIn ou peu importe. Et ça vous permet de plus rapidement générer des rendez-vous. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont sursollicitées, qui peut-être ont oublié que vous existiez à l'instant T ou qui ont plein de choses auxquelles ils pensent tous les jours et ils ne sont pas passés à l'action, c'est normal. Et donc là, vous allez faire du retargeting et générer des rendez-vous, beaucoup plus rapidement sur des personnes qui vous connaissent déjà et c'est un des meilleurs moyens c'est un peu de la réactivation, c'est un des meilleurs moyens de rapidement générer vos premiers rendez-vous, sur Meta. Donc voilà, choisissez un objectif clair. Ensuite, vous pouvez directement partir sur de la lead gen, surtout si, et même faire les 2, surtout si vous souhaitez, tester vraiment ce canal-là et en faire, un canal d'acquisition qui vous apportera des résultats tous les mois de manière la plus prédictive possible. Ensuite, travaillez votre proposition de valeur, votre copywriting, et créer un tunnel de vente bien conçu, des bonnes séquences et systèmes de nurturing. Donc la structure simplifiée pour débuter, ça va être une seule campagne dans l'idéal. Vous pouvez en faire 2 éventuellement. Bon, ça dépend. Par exemple, une campagne awareness, une campagne, lead gen. Heu, voilà, dans certains cas, ça peut être pertinent. Après, ça dépend bien sûr des ressources, auxquelles, que vous avez actuellement. L'idéal, si, vous n'avez pas forcément énormément de ressources, une grosse équipe et que vous n'avez pas beaucoup de budget, heu, commencez par une seule campagne, franchement. Variez les créatives, testez plusieurs angles marketing, même si vous n'avez pas un très gros budget, testez au moins quelques angles. Investissez quand même un minimum de budget. Voilà, vous pouvez commencer avec un budget très faible, mais dans ce cas-là, n'attendez pas de, générer vraiment, voilà, un retour, assez rapide et surtout comment dire? Un retour, qui va vous permettre dès les premiers mois de générer vraiment quelque chose de significatif pour votre chiffre d'affaires. Bon, dans certains cas, des contre-exemples, mais voilà, un minimum de budget quand même, je vous conseille, tout simplement parce que sinon vous n'aurez pas assez de budget pour tester et c'est l'erreur numéro une que je vois. C'est des personnes qui surtout n'ont pas encore 100 validé leur offre, et leur product market fit et qui n'ont pas encore à 100 qui n'ont jamais fait de publicité et qui se disent: «Ah mais je vais mettre 5 € par jour et je vais voir». Tu pas testé en fait assez de publicité, donc c'est normal que, tu peux pas savoir que tu as peut-être pas eu de retour. Donc voilà, sachant qu'on peut, avant d'avoir l'offre parfaite, commencer à faire des pubs. Tout dépend du stade auquel vous êtes, mais il y a pas besoin d'être à 10 millions de chiffre d'affaires annuel pour commencer à faire de la publicité. Voilà, par contre, faut bien le faire. Donc voilà, un budget minimum, tout simplement parce qu'il faut quand même un budget qui va vous permettre de tester les créatives, tester les angles marketing, tester votre copie, et tester, par la suite votre tunnel de vente. Déjà dans un premier temps, tester vos pubs. Voilà, et ça vous évitera en fait, si vous voulez, de, cramer de l'argent et de vous dire au bout d'un mois: «Ah mais j'ai dépensé 300 € et j'ai pas eu de retour». OK, mais t'as pas testé assez de pubs. Ou alors ça va vous éviter en fait de stresser, de vous dire: «Ah mais ça fait 2 mois que je fais tourner mes campagnes, j'ai pas de résultat». Mais si vous mettez un budget qui est trop faible, bah, forcément, du coup, le temps, que l'algorithme, optimise quand vous avez un nouveau compte, et puisque vous ne pouvez pas tester beaucoup de publicité, bah, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si vous voulez des résultats plus rapides, il faut mettre plus de budget. Donc voilà, pas besoin d'avoir un budget, stratosphérique par contre. Faut entre 2 on va dire. Après, plus de budget vous pouvez mettre, mieux c'est dans une certaine limite bien sûr, mais voilà. Analyse hebdomadaire, ça encore, grosse erreur que je vois souvent, c'est les personnes qui optimisent, sur une fenêtre d'un jour. Ce que j'ai mis juste ici. Erreur à éviter absolument, gérer les publicités, optimiser les publicités sur une fenêtre d'un jour. Alors ça, non, n'optimisez pas vos publicités sur une fenêtre de un jour. Optimisez vos publicités sur grand minimum 3 jours, dans l'idéal 5 à 7 jours et dans vraiment l'idéal 7 jours. Après ça dépend, mais ça dépend des scénarios bien sûr et du budget que vous mettez surtout, ça dépend surtout du budget que vous mettez.
mais 5 à 7 jours, c'est le mieux dans la majorité des cas. Et 3 jours minimum. 3 jours minimum. Si premier jour, vous voyez que vous n'avez pas généré de lead, vous faites je coupe la pub, non. Non, coupez pas la pub, surtout au début. Au début, il faut laisser plus de temps, 5-7 jours. Et après, voilà, si vous mettez pas mal de budget, parfois 3 à 5 jours, ça peut suffire. Mais voilà, fenêtre d'un jour, non. Il faut toujours analyser sur plusieurs jours, parce qu'il y a certains jours où en fait l'algorithme va vous délivrer moins de résultats, et justement, il ne faut pas que vous stressiez en mode ah, mais aujourd'hui, j'ai pas généré assez de leads, c'est la mort. Non, il faut que vous attendiez plusieurs jours. Et en fait, vous allez voir que peut-être il y a un jour, vous allez générer moins de prospects. Et jour J, si vous regardez et que vous êtes en train d'optimiser, vous allez être en train de stresser. Alors que si vous regardez sur une fête de plusieurs jours, en fait, vous allez voir que, OK, tel jour, vous allez générer moins de leads. Par contre, le jour d'après, waouh, une avalanche de leads qui est tombée. En fait, si vous voulez, ça se lisse sur une semaine et encore plus sur plusieurs semaines, un mois, etc. Et donc, il ne faut pas regarder sur une fenêtre d'un jour. Surtout pas. Ensuite, ciblage trop restreint, trop spécifique. Ça, sur Meta, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Dans certains cas, ça peut être pertinent, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, de mettre quelques intérêts au début pour essayer de guider l'algorithme. Si vous avez zéro data envoyée à Facebook et que vous avez un compte pub neuf, un pixel neuf, ça peut être pertinent pour, euh, qu'en fait, plus rapidement l'algorithme trouve à quelle personne optimiser vos pubs. Est-ce que c'est 100% nécessaire? Non. Mais voilà, à part ce scénario-là, il faut aller ciblage broad, donc pas d'intérêt, sauf si vous faites du retargeting, où là vous avez ciblé et là, c'est même pas des intérêts, mais c'est un type de personne spécifique basé sur une activité. Mais sinon, c'est ciblage broad, donc ciblage large. Euh, la zone géographique, l'âge, par contre, faut le mettre. La zone géographique, et même l'âge, en vrai, vous pouvez parfois voilà, le mettre un peu plus large. Et c'est Facebook, de toute façon, qui trouvera à qui montrer vos pubs. Et ne vous pensez pas meilleur que l'algorithme de Facebook. Mais voilà, pas d'intérêt, pas de oui, personne est admin d'un profil, moi, Google My Business, enfin pas Google My Business, mais Facebook, j'ai oublié le nom, mais profil admin d'une page entreprise Facebook. Non, c'est broad, ciblage large, sauf au début, dans le cas que je vous ai expliqué. Ciblage large, vous mettez l'âge, la langue dans laquelle il travaille, vous pouvez exclure des régions, par contre, ça oui. Euh, L'âge, le pays, la zone géographique. Si dans votre cas, c'est vraiment qu'une zone sur laquelle vous devez faire des pubs, ben, mettez cette zone-là. Mais voilà, pas d'intérêt, pas ce genre de choses. Ensuite, budget testing trop faible, ça j'ai déjà expliqué. Pas de système de nurturing, ça j'ai expliqué plein de fois dans la vidéo. Mais voilà. Donc voilà, et ouais, je reviens vite fait sur le ciblage très rapidement. Ne vous pensez pas meilleur que l'algorithme de Facebook. Personne n'est meilleur que l'algorithme de Facebook aujourd'hui. Oui, vous connaissez super bien votre avatar, mais l'algorithme de Facebook est tellement bon, en fait, vous vous rendez pas compte toute la data auquel ils ont accès. Euh, Ils ont Facebook, Instagram, ils savent exactement à qui montrer vos pubs une fois que vous laissez le temps à l'algorithme d'optimiser, de regarder, d'analyser vos créatives, votre copywriting, vos textes. Et une fois que vous avez fait des bonnes publicités, des bons textes et que vous avez envoyé la bonne data à Facebook euh, au travers le temps. Donc ne vous pensez pas meilleur que l'algorithme. L'algorithme, c'est à qui montrer vos publicités. Il faut juste vous que vous fassiez en fait, c'est ça, il faut que vous fassiez votre part du job, donc faire des bonnes créatives, avoir un bon copywriting, un message qui résonne avec votre avatar, un bon tunnel de vente derrière, parce que bah, l'algorithme aussi regarde votre landing page, par exemple. Enfin, Facebook va regarder ça. Et donc voilà. Et aussi, autre chose, la compliance, faire gaffe à Facebook, pas faire de promesses irréalistes. Bon, il y a plusieurs règles, hein, mais pas faire de promesses irréalistes, pas de contenu discriminant. Bon, tout ce genre de choses, ça vous pouvez le trouver sur Facebook. Donc voilà, ne surcomplexifiez pas au départ, mais assurez-vous d'avoir un bon système de nurturing derrière au minimum. Donc voilà, surcomplexifiez pas si vous vous lancez que vous n'avez pas une grosse équipe pour gérer derrière, mais il faut quand même au moins avoir un minimum de systèmes de relance ou de méthodes de relance que vous mettez en place derrière, d'actions que vous faites pour relancer, nurturer vos prospects, sinon vous allez jeter du budget par la fenêtre. Il faut un minimum. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être optimisé au max au début. D'un point de vue business, surtout si vous vous lancez et que vous souhaitez itérer rapidement dans votre business, c'est pas d'ailleurs la meilleure stratégie de surcomplexifier au début. Mieux vaut passer à l'action rapidement et itérer par la suite, mais il faut quand même avoir, on va dire, un minimum.
Voilà. Faut pas que vous générez des leads et que vous les appelez 2 semaines après, qu'il y en a plein qui se fassent pas appeler, et qu'il y ait pas d'emails qui partent, pas de retargeting, rien. Ça non, parce que là, vous jetez votre budget par la fenêtre. Donc voilà. Donc récapitulatif et prochaine étape. Ce qu'il faut retenir, Meta Ads, donc c'est une opportunité B2B qui est encore sous-exploitée dans la plupart des niches pour les PME B2B, pour les très grosses boîtes, ils le font déjà. Ça c'est clair. Mais voilà, si vous êtes une PME, TPE ou PME B2B, en France, spécifiquement, comparé, c'est toujours à mettre en comparaison, parce que oui, il y a des personnes qui le font, hein, mais en comparaison à d'autres canaux d'acquisition, que ce soit organique ou payant, Meta Ads, c'est encore trop sous-exploité, encore trop peu de personnes qui le font. Avantage concurrentiel clair, donc c'est l'avantage au niveau de Meta, c'est ce que je vous ai déjà expliqué précédemment. Si vous mettez bien en place, tout bien en place, que tous les éléments qu'on a abordés dans cette vidéo, vous travaillez dessus, que vous mettez correctement tout en place, vous aurez un avantage concurrentiel si vous faites ce que font vos concurrents déjà, et en plus ça, voire même si vous faites juste très bien Meta, honnêtement. Parce que voilà, aujourd'hui, on est dans un contexte où le reach, où je fais cette vidéo-là sur LinkedIn, baisse de plus en plus. Donc, c'est de plus en plus compliqué de faire des impressions, même si c'est pas une course à l'impression. Il faut quand même un minimum, on va pas se mentir. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur LinkedIn et c'est de plus en plus difficile de se démarquer et surtout que la barrière à l'entrée est de plus en plus faible pour le contenu. Donc, surtout le contenu texte. Parce que là, la vidéo, moi, là, je fais une vidéo, je sais même pas combien elle va durer là, mais plus d'une heure de vidéo ou au moins une heure de vidéo. Ça prend du temps, il faut faire toute la partie slide, script, réfléchir à ce dont on va parler, refaire plusieurs parties. Voilà. La vidéo, pour l'instant, même si on peut, il y a encore des contenus vidéo qu'on peut faire, mais si on fait surtout via un personal brand, c'est avec les avatars, etc., c'est pas encore assez bon. Et aujourd'hui encore, l'IA n'a pas remplacé tout ça. Donc ça, la barre à l'entrée est quand même plus haute en vidéo, mais par contre, sur des contenus texte, alors là, la barrière à l'entrée, elle est quasiment réduite à zéro, quoi. Aujourd'hui, vous faites un bon agent IA RAG, c'est bon, quoi. Vous pouvez produire des bons contenus, vous devez juste repasser dessus. Et ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, c'est juste ils s'y connaissent pas assez en IA, qu'ils n'ont pas fait de bonnes IA ou qu'ils repassent pas dessus par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça peut permettre à certaines personnes de produire énormément de contenu en 3 fois moins de temps. Il y a plein de formations pour faire du LinkedIn. Enfin, niveau budget, la barre à l'entrée, elle est zéro, n'importe quel débutant peut se lancer. Donc voilà. Donc il y a ça, et aussi il y a aussi tout ce que je vous ai cité avant sur le fait qu'il y a énormément d'idées que les gens se mettent en tête par rapport à Meta en B2B, qui font qu'il y en a encore pas assez comparé à d'autres canaux que d'entreprises B2B qui investissent sur ce canal. Donc les 5 éléments indispensables ensuite, avatar client, copywriting, créative. J'ai mis créative testé, mais créative testé, c'est qu'ils sont testés constamment, suffisamment créatifs. Bref, on a abordé tout ça, mais c'est un petit récapitulatif. Tunnel optimisé, système de nurturing, multicanal, au moins 2 canaux pour démarrer. Ou à la limite que appel, ça pourrait se faire, mais je vous recommande au moins de mettre en place de l'email, c'est pas le plus compliqué à mettre en place. Et voilà, en supplément. Ensuite, approche marketing inspirée du B2C, super important. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux, sauf qu'à contraire, sauf exception confirme la règle. Contenu engageant, test constant et créativité plutôt qu'un marketing B2B trop corporate. Par exemple, utiliser de l'humour, etc., etc. Vous pouvez revenir sur ce dont je parlais juste avant dans la vidéo, un petit peu plus tôt dans la vidéo, concernant les types de créatives, types de formats qui fonctionnent et le marketing inspiré du marketing B2C. Les prochaines étapes, donc analyser votre situation actuelle, identifier les canaux d'acquisition existants et leurs performances, évaluer votre capacité d'investissement pour les 3 premiers mois, préparer vos fondamentaux, parce que oui, l'idéal, c'est de vous engager sur 3 mois. Bon, vous pouvez vous engager sur 2 mois, mais ça, c'est si vous êtes quand même, si vous avez une bonne expertise en copywriting, création créative, etc., funnel. Sinon, voilà, 3 mois, ou alors si vous prenez un prestataire pour le faire pour vous, euh, l'idéal, c'est 3 mois. L'idéal, c'est 3 mois. Vous pouvez tester sur un mois, mais juste d'un point de vue même business, c'est pas pertinent. C'est-à-dire que si vous souhaitez accélérer votre croissance, que vous souhaitez scaler, vous êtes sérieux à ce propos, bah, vous pouvez pas en fait vous dire ok, je teste sur 2 jours et et j'attends de voir ce que ça donne. C'est comme le contenu. Vous pouvez pas vous dire je poste, je fais 2 vidéos, j'attends de voir ce que ça donne. Non. Après, en publicité, c'est vrai que c'est plus rapide. J'ai mis 3 mois, parce que pour la plupart des gens qui n'ont jamais fait de pub, on va dire que c'est 3 mois. Mais
au bout du premier mois, vous pouvez déjà avoir la confirmation que oui, c'est un canal qui va vous permettre d'avoir de bons résultats. Juste après, c'est pas au premier mois que vous allez avoir tous les résultats si vous en avez jamais fait avant. C'est après, petit à petit, que vous allez avoir des résultats de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ouh je crois que j'ai tourné trop de contenu là. C'est au fil du temps que vous allez avoir des résultats, qui sont, meilleurs et meilleurs au fil du temps. Qui sont, et vous allez avoir de plus en plus de performances, de plus en plus de retours, que ça va avoir de plus en plus d'impact sur votre chiffre d'affaires et sur votre boîte. Donc, voilà. Et quelque chose à retenir par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous dites: «Je le ferai plus tard» et que vous remettez à plus tard, dans 6 mois, peut-être vous verrez votre concurrent qui lui, aura déjà lancé depuis 4 mois ses ads sur Meta, qui aujourd'hui fera, je sais pas, des webinaires ou des funnels VSL, qui scalera comme je sais pas quoi sa boîte, et vous vous direz: «Merde, ben j'aurais peut-être dû en fait le faire, il y a 6 mois, et en fait si je l'avais fait il y a 6 mois, aujourd'hui, j'aurais déjà un système qui fonctionne super bien et qui me rapporte tous les mois, des dizaines ou des centaines de rendez-vous». Parce que oui, quand vous avez des gros budgets et une bonne équipe, vous pouvez générer centaines de rendez-vous sans souci. Vous direz peut-être ça et vous direz: «Ah mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Pourquoi j'ai procrastiné là-dessus?» C'est comme dans tout, on a tendance à le faire parfois un peu trop, quand on doit tester de nouveaux canaux, une nouvelle méthode. Mais faut vous dire: «OK, Meta, ça marche», ce qui est le cas. Meta, ça marche. C'est pas une question de est-ce que, c'est pas une question de est-ce que vous en fait, vous n'avez pas une situation tellement différente des autres que ça va pas marcher pour vous. Non, ça marche. Il y a des gens qui font des pubs dans des niches hyper spécifiques, et pourtant ils arrivent quand même à avoir de très bons retours, sur Meta. Donc non, Meta ça marche, c'est pas ça qu'il faut remettre en question. Ce qu'il faut remettre en question, c'est comment vous allez approcher la chose, et est-ce que vous pouvez vous dire: «OK, j'investis dans ce canal-là et je prends pas de décision trop émotionnelle dès le début, hem, j'investis intelligemment dessus et j'arrête de procrastiner et je teste ce canal-là une bonne fois pour toutes et je vois à quel point ça va impacter mon chiffre d'affaires». Voilà. Après à terme, vous pouvez décider d'investir un peu moins sur ce canal-là qu'un autre, hein, si, dans votre cas, vous avez déjà des retours qui sont un peu moins bons que d'autres. Mais est-ce que vous aurez des retours? Ça, c'est certain si vous faites bien les choses. Ensuite, préparer aux fondamentaux, donc créer un système de nurturing avant de lancer les publicités. On en a déjà parlé. Développer plusieurs créatives et angles d'approche à tester, angle marketing. Lancer, tester, optimiser. Commencer avec une structure simple mais stratégie claire. Et analyser les données après 7 jours minimum, surtout au début. Après, si vous avez un plus gros budget, vous pouvez baisser cette durée-là. Mais au début, quand vous lancez de zéro, il faut quand même attendre un certain temps parce que l'algorithme, il démarre de zéro avec vous et donc il faut le temps quand même qu'il apprenne. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Donc, maintenant, passez à l'action et accélérez votre croissance B2B. Donc, votre plan d'action immédiat, ça va être définissez votre avatar client à proposition de valeur, mettez en place tunnel de vente, système de nurturing, créez vos premières publicités et commencez à tester, analysez les données et optimisez chaque semaine. Si vous voulez que je vous aide, que ce soit sous forme d'accompagnement, parce que vous souhaitez le mettre en place pour vous, que ce soit des membres de votre équipe qui le mettent en place pour vous, et vous souhaitez vous faire accompagner sur vos publicités, vos créatifs, vos tunnels de vente, n'hésitez pas à réserver un appel ci-dessous, un diagnostic offert de votre situation dans lequel on va regarder tout de A à Z. Je vous donnerai un plan d'action concret par rapport à votre situation. Si vous souhaitez déléguer cette partie-là et que je vous aide à gérer en fait et que je vous gère vos campagnes publicitaires, vos créatifs, vos tunnels de vente et bien sûr toute la partie tracking et tout ce qui va avec pour vous ne pas avoir à apprendre, avoir à engager de personnes en interne qui coûteraient relativement cher, clair au début pour gérer vos publicités, ben, n'hésitez pas à réserver votre diagnostic. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur tout ce qui est la publicité sur Meta, mais également d'autres régies publicitaires. Mais il y a déjà sur Meta. N'hésitez pas à vous abonner. On pourra parler de créatifs, de tunnels de vente, de gestion, optimisation de campagne publicitaire, de système de nurturing qui fonctionne, système de relance, et même de comment combiner le contenu organique avec la pub. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.